Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Game Dev Talk, épisode de janvier. Bonne année à tous. Merci, bonne année. Bonne année. Je suis, comme d'habitude, avec mon acolyte de toujours, Jean-Yves Léra. Et ce mois-ci, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un qui incarne la passion brute du développement de jeux vidéo. Formateur, conférencier, développeur, mais avant tout un artisan du code. C'est l'homme derrière GameCoder, l'école pour les créateurs de jeux vidéo, même pour ceux qui partent de zéro. Il n'a pas la langue dans sa poche et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Pas de bullshit, pas de filtre. Aujourd'hui, nous accueillons David Mekersa. Pardon. Bienvenue David. Déjà félicitations, tu as parfaitement prononcé mon nom. J'ai un petit peu accroché. Non, ça va, super. Merci de m'accueillir. Merci de venir dans l'émission parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés et puis tout le monde n'accepte pas de venir dans une émission avec si peu d'abonnés. En devenir. Si petite. Voilà, ouais. J'ai contacté pas mal de monde, mais il y a très peu de gens qui ont répondu, malheureusement. Eh ben écoute, il faut bien démarrer. Ben oui. Et puis c'est toujours intéressant de partager, donc écoute, si on peut partager un petit peu avec les gens, aussi peu nombreux soient-ils, et si c'est 400, 500, c'est déjà 500 personnes, t'imagines, tu remplis un petit cinéma avec ça. Oui, tout à fait. Ouais. Un amphithéâtre, ouais, à la fac. 400 souvent. Oui. Moi, quand j'ai fait du théâtre, il y a des soirs, on avait 150, 200 personnes dans une salle, et c'était déjà pas mal, hein, c'était impressionnant. Bon, voilà. Alors, ce mois-ci, on a un épisode qui est plus court, parce qu'on vous a entendu. Beaucoup se sont plaints de la durée des épisodes de Game Dev Talk. La dernière fois, on a fait 5 heures. C'était énorme. On a décidé d'amputer quelques parties. Voilà. Par exemple, il n'y aura plus d'actualité, puisque de toute façon, l'actualité, c'est quelque chose de périssable. On essaye de faire quelque chose qui dure dans le temps. Et puis on a retiré aussi le jeu qui veut gagner des octets. Tant pis, je ne gagnerai pas cette fois. Au moins, tu perdras pas non plus. Tu ne perdras pas non plus. L'honneur est sauf. Alors, on va commencer par ton bébé, GameCoder. Parce que on te voit en parler, on sent que c'est pas juste une école, c'est toi, c'est ton ADN. Alors raconte-nous, comment c'est arrivé GameCoder ? GameCoder, c'est arrivé en 2016, je crois, d'un constat, puisque ça faisait presque 10 ans que j'avais un studio de jeux vidéo. Avant ça, j'avais déjà été entrepreneur, puis j'ai travaillé dans beaucoup de boîtes, hein. J'ai un long CV où j'ai partagé la passion du code ou pas avec des gens qui étaient plus ou moins compétents dans la programmation. Je me suis rendu compte qu'il y avait une approche de la programmation souvent biaisée. On me demandait souvent comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça, et je me suis rendu compte que souvent le contenu était un peu élitiste ou alors pseudo débutant, mais au final tu en ressors, tu sais pas faire grand chose. Et je me suis découvert un talent personnel, je sais pas si on peut appeler ça un talent, en tout cas tu sais, on a tous des facilités avec certaines choses, et moi j'avais une facilité à communiquer la passion, c'est-à-dire que débloquer les gens de leurs freins. Je me suis rendu compte que la programmation ou l'apprentissage de la programmation, c'était pas que de la technique en fait, et qu'il y avait beaucoup de mindset en fait, de développement personnel. Et donc, déjà moi dans mes boîtes, mes employés, mes équipes, mes sous-traitants, mes stagiaires, je me suis retrouvé en position de coach. De mentor, et je travaillais beaucoup sur la personnalité, sur l'approche, sur la simplification, sur l'organisation, sur les peurs, sur les blocages, et je me suis dit tiens, à une époque où j'avais décidé de partir en voyage, j'avais décidé de partir voyager, je me suis dit est-ce que ça pourrait pas être aussi une activité pour moi, parce que
faut lier l'utile à l'agréable. Est-ce que ça pourrait pas être un business pour moi? Est-ce que je pourrais monétiser cette capacité que j'ai? Et je suivais des gens sur YouTube qui faisaient des trucs et tout. Puis je me disais, moi, je suis pas capable de faire ça, parler devant une caméra et tout. Mais par contre, j'ai toujours considéré que c'est pas parce que j'avais peur de faire quelque chose ou que je trouvais ça trop compliqué qu'il fallait pas que je le fasse. Donc moi, après, j'ai appliqué ça d'ailleurs, j'applique ça à tout. Je simplifie au maximum et je dépasse mes peurs. Et du coup, je me suis mis à enregistrer une puis 2 vidéos. D'ailleurs, la première que j'ai enregistrée, c'est pas celle que j'ai publiée en premier. J'ai attendu d'être plus à l'aise avec la deuxième, elle me plaisait plus. Puis j'ai mis une première vidéo sur YouTube et j'avais préparé mon arrivée sur YouTube à travers tout mon réseau. J'avais écrit un e-book qui s'appelle Comment devenir programmeur de jeux vidéo, qui m'avait permis de me constituer une communauté de plusieurs centaines de personnes. Et du coup, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai pu avoir quelques dizaines de vues dès le premier jour. Et puis, je crois que j'ai peut-être fait 400 vues dès la première vidéo. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu cette traversée du désert de certaines chaînes. Donc, je peux voir des fois des gens, ils ont 3 vues. Voilà. Donc, parce que alors si ça peut servir de conseil aux gens, j'avais d'abord créé une communauté autour de moi. Et comme tu l'as dit, j'essaye de pas m'auto-caricaturer là-dedans, mais je dis ce que je pense, et puis j'ai pas toujours une approche conventionnelle des choses. J'aime pas la complexité, j'aime pas l'élitisme, j'aime même pas l'univers des programmeurs, tu vois, pour te dire. C'est à ce point-là. Pour toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, je m'entendais toujours avec une poignée de personnes qui étaient justement plus humains, plus ouverts, et souvent le milieu de la programmation, c'est un milieu un peu élitiste, etc. Donc du coup, mon approche a plu, parce qu'elle est non élitiste. J'ai même quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Ouais, tu nous apprends la programmation des gueux ». Donc tu vois à quel point c'est même pas moi qui crée l'univers autour de moi, c'est les gens qui finissent par me dire un petit peu comment ils se perçoivent et ils me disent ouais on y va, nous aussi on veut programmer, voilà, donc c'est un peu ça que j'essaye de faire. J'ai lancé ça en 2016 et je me suis mis à créer des formations avec une approche différente, avec une approche de je sais d'où vous venez, je sais que vous ne savez pas programmer, je vais vous expliquer quand même. Et écoute, ça marche depuis, puisque j'en vis depuis 2016 et que Gamecoder se porte très bien avec, je sais même plus, 23 ou 25 000 abonnés à ma chaîne. C'est largement suffisant parce que je suis sur une communauté de niche, de gens qui me suivent. Globalement, quand je sors une formation, j'ai déjà un panel de fidèles qui va tout de suite suivre mes formations. J'ai des gens qui suivent absolument tout ce que je fais. Et je reçois des encouragements, un soutien de ces personnes. Et c'est ça qui me porte. C'est pas les gens qui vont dire ouais, David Maker ça, il critique Unity, c'est un con, machin, tout ça. M'en fout complètement de ce genre justement, ils représentent tout ce que j'aime pas. Une élite, des gens qui font rien la plupart du temps, parce que les gens qui ont fait des jeux vidéo, il n'y en a jamais aucun qui me critiquera. Parce que quand on a fini un jeu vidéo, et tu sais Nicolas à quel point c'est difficile de terminer un jeu, ils savent l'effort que c'est, et peu importe l'outil qu'on utilise, etc. C'est pas l'outil qui fait le jeu, c'est pas Unity, c'est pas Unreal, c'est rien de tout ça. C'est vraiment tout dans la tête. Et du coup, les gens qui ont vraiment fait cet effort-là et qui ont souffert le martyre de terminer un projet, jamais ils iront critiquer un gars qui dit voilà, moi je vais vous apprendre une autre méthode, même s'il n'est pas d'accord avec cette méthode, il dira pourquoi pas, parce que tout est bon, tout est possible en fait pour aborder la programmation de jeux vidéo. Voilà, donc je fais ça. Et je fais aussi, j'essaye de continuer à faire un jeu là, de faire un remake d'un de mes jeux. Mais je fais beaucoup de choses en même temps. J'essaye de faire un remake haute définition d'un de mes jeux qui avait bien marché, la Geisha The Secret Garden, que j'adore, un jeu que j'adore. J'ai vraiment envie qu'il continue à vivre. Et comme il a été fait en Blitzmax et qu'il est en 1024 par 768, il est très jouable. Quand je le fais jouer à des gens, ils y jouent, ils peuvent y jouer pendant des semaines. Mais voilà, plus personne n'a envie d'avoir un jeu pixelisé, tu sais, qui scale là sur l'écran parce qu'il prend pas toute la résolution. Donc j'essaye de faire ça, mais je suis demandé aussi en consulting. Là j'ai 2 missions de consulting qui ont démarré, organisation de projet, gestion d'équipe, etc. Donc je suis toujours dans le mentorat en fait, plus Gamecoder où je sors une formation tous les mois, plus le marketing et la communication autour de ma communauté. J'arrive pas à tout faire, et puis je suis pas un gros travailleur, moi je suis un feignant.
Donc, je sais pas si ça répond à ta question de mon bébé. Mon bébé, c'est ça, c'est ma communauté, c'est ceux qui me soutiennent. J'essaye de l'agrandir, bien sûr, cette communauté. J'essaye de trouver vraiment le message qui parle au plus grand nombre. Et j'essaye de trouver mon clan. Voilà. Et tu étais confiant dans cette approche du full code? Bah écoute, je suis non seulement confiant, mais je suis même persuadé que c'est la, c'est la bonne approche. Puisque même si les gens vont après aller sur Unity ou sur Godot ou sur GameMaker, quand ils sont passés par mon école, entre guillemets, l'école de la programmation, ils me disent j'arrivais à rien et aujourd'hui je sais ce que je fais, je sais pourquoi je fais un awake ou un update dans un composant Unity, je sais comment ça fonctionne, je sais raisonner. Je me suis rendu compte que finalement c'est raisonner qui est le plus important, c'est pas trop le langage de programmation ou l'outil. Et moi, je viens d'une génération où, quand tu voulais être programmeur, tu démarrais par le C. Quand tu démarres par le C, il y a plein de trucs. Même commencer par l'assembleur, je pense que ça serait la meilleure école. Parce qu'après, il y a plein de mécaniques mentales qui se mettent en place, qui fait que tu comprends tout ce que tu fais après. C'est comme vouloir faire de la Formule 1 alors que tu sais pas marcher, quoi. Donc voilà, moi, je dis pas que il faut sortir son jeu commercial en full code, et encore. Ça, c'est pareil, ça c'est une déformation. Les gens ils disent David il dit qu'il faut écrire son moteur, mais je sais pas si les gens ils savent ce que c'est qu'écrire son moteur. Je parle absolument pas d'écrire son moteur, tout le monde écrit son moteur. Il y a 15 jours, je mangeais avec Eric Chahi, il m'expliquait comment il avait fait Another World. Il me dit j'ai développé mon moteur, mais c'est pas un moteur de rendu. Il a imaginé l'architecture de son jeu, il s'est dit le gameplay il va être comme ça, je vais créer mes outils et mes routines pour pouvoir aller vite ensuite dans la production du jeu. Et une fois que tu as créé tes routines et en gros ton cadre de travail, après un jeu c'est que du contenu, hein. Tu mets des levels ou des niveaux ou des aventures ou des quêtes, etc. C'est que ça. Et les gens ils disent ils réinventent la roue, mais qu'est-ce que c'est que réinventer la roue? Les gens qui codaient des jeux pour borne d'arcade dans les années 80, pour moi c'est des héros, quoi. Les mecs ils codaient même pas sur la machine sur laquelle le jeu s'exécutait, ils codaient en assembleur, ils devaient compiler, transférer les trucs et tout. Eux on peut dire qu'ils étaient full code. Moi j'utilise C#, le langage il te fait la cuisine, le café, il te fait tout. J'utilise des frameworks d'affichage, tu fais load picture, draw picture, ça s'affiche à l'écran, mais c'est un progrès immense. Finalement, il n'y a rien à faire à part créer la logique du jeu. Donc quand les gens ils pensent que coder comme moi j'apprends, ça veut dire tout faire, ils se trompent complètement, quoi. Unity va pas révolutionner le truc, c'est pas parce que tu fais un drag and drop pour mettre un asset sur ton écran que ça remplace une ligne de code, hein. Donc on n'est même pas en train de gagner du temps. Et la plupart du temps, on a besoin de très peu de choses pour programmer un jeu. Et puis après, si tu veux aller sur un moteur, tu vas sur un moteur, il n'y a pas de problème. Le mec qui a fait Balatro, il vient de passer les 5 millions de copies, il est millionnaire. C'est codé en Lua Love 2D. Il y a des gens on peut voir le code source. Le code, il est très basique, il a fait un peu de métatable, donc c'est une pseudo-programmation objet Lua, donc c'est pas mal. Mais il y a des if, else if sur 3 pages. Le mec il s'est pas emmerdé, c'est même pas c'est pas un intellectuel du code, quoi. Ça l'a pas empêché de faire 5 millions de copies parce qu'il est arrivé au bout de son projet. Ouais. Il a même été décoré, je crois, au Game Awards. Ouais, il a eu un Game Award, ce qui fout les boules à tout le monde, mais c'est pas le nombre de polygones, voilà. C'est un super concept de jeu et surtout aller au bout du projet. Aller au bout d'un projet de jeu, je crois que c'est à la portée de très peu de gens. Et déjà, quelqu'un qui serait capable d'aller au bout de son projet de jeu, il est déjà au-dessus de plus de 80% de la communauté des développeurs. C'est quoi la plus grosse leçon que GameCoder t'a appris sur les développeurs et sur leur potentiel? La plus grosse leçon, c'est que je pense que c'est ça, c'est que je pense pas que j'avais cette idée-là au départ. Moi, j'étais dans l'idée de découper les concepts et d'expliquer des concepts individuellement pour que les gens puissent faire du Lego. En gros, une fois que je sais faire ça et ça et ça, je mets les trois ensemble et puis ça fait un jeu. Non, j'ai découvert vraiment que ce que je disais, parce que j'ai beaucoup parlé, donc j'ai déjà abordé ce sujet-là là, à l'instant, c'est le mental. Je me suis rendu compte à quel point les gens ils étaient bloqués mentalement en fait. Ils sont pas tellement bloqués techniquement. Même quand ils sont bloqués techniquement, 9 fois sur 10 c'est à cause du mental. Les gens qui me disent
ouais, j'arrive pas, mais je vais me déchirer, je vais me donner à fond. Mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande pas de te donner à fond, je te demande de comprendre. Donc si tu comprends pas, tu auras beau forcer plus, tu comprendras toujours pas. Il faut que tu trouves un autre angle pour aborder le concept, un angle qui correspondra toi à ton mental. Si on t'apprend à marcher alors que tu es un nageur, tu n'y arriveras jamais quoi. Donc chacun, je pense, a la capacité d'apprendre à son niveau. Je dis pas que tout le monde peut devenir programmeur, je suis pas non plus là pour vendre du rêve. Mais moi j'ai des gens dans ma communauté qui seront jamais des programmeurs professionnels, mais qui prennent un plaisir immense à faire des petites choses à leur niveau. Voilà. Et ils y sont arrivés d'abord par leur mental, pas par du travail scolaire. C'est pas scolaire, il n'y a rien qui est scolaire. L'école, de toute façon, c'est pareil. C'est pas scolaire. À l'école, on forme des gens à apprendre des trucs par cœur. Et puis si tu sais apprendre par cœur, t'es premier de ta classe. Mais peut-être tu vaux rien. Donc voilà, c'est pas à ça qu'on juge les gens, c'est à leur raisonnement. Et j'ai appris ça. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus le leitmotiv de Game Coder. C'est d'aider les gens personnellement déjà, dans leur tête. Le mental, c'est... Ouais, une approche beaucoup plus humaine et beaucoup plus psychologue finalement. Psychologue, ouais. Que, C'est ça. plutôt que tout simplement scolaire. C'est d'abord devenir la personne qu'il faut que tu sois pour programmer, mais pas juste directement devenir programmeur. T'avais pas une question, Jean-Yves, sur l'école Game Coder? Non, pas plus que ça en fait. Moi, je me suis surtout concentré sur tes deux jeux, notamment Geisha et puis j'ai mangé le nom du deuxième. Pourtant, j'ai préféré le deuxième. Hein. Age of Enigma. Age of Enigma. Attends, parce que j'ai ça. Attends. J'ai la chance d'avoir eu mes jeux en boîte, quoi. Je suis un vieux. Mais bon, c'est sympa d'avoir ces jeux en boîte et puis d'aller à Auchan et de voir son jeu dans les rayons. Ah, ça doit faire une certaine fierté, effectivement. Ouais, c'est des jeux que j'ai fait il y a longtemps maintenant. Mais voilà, c'est mes bébés. Du coup, c'est vrai que dans le cas de Geisha, moi, c'est un jeu qui m'a rappelé beaucoup finalement les jeux qu'on voyait sur les bar top. Ouais. Ce côté très arcade, ce côté casse-brique finalement, qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus banal en fait depuis Candy Crush, où il fallait aligner des briques et des choses dans le genre. Donc, Geisha, c'est la mécanique de Tetris Attack en fait, qui était un jeu Nintendo. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je suis passé un petit peu, je suis désolé, hein, à côté. Là où moi j'ai plus connu le jeu vidéo avec les jeux LucasArts, ne serait-ce que Indiana Jones par exemple, ou les jeux Scum. Voilà, les jeux Scum. Donc c'est vrai que j'ai eu une préférence. Il faut savoir que c'est des jeux qui ont été calibrés pour une cible. Moi je travaillais pour le Big Fish Games, c'est eux qui m'ont édité en fait, qui ont signé avec moi. Et donc chez Big Fish Games, on a une politique et ils font toujours des jeux d'ailleurs. Enfin, ils sous-traitent, hein, c'est pas eux qui font les jeux, ils en ont produit quelques-uns, mais on est sur un marché du casual. C'était le début du casual en fait, qui avait été complètement de manière absurde traduit par jeu occasionnel par les journalistes qui ne savent pas parler anglais a priori. Puisque casual ça veut pas dire occasionnel, ça veut dire décontracté, hein. Donc les fringues casual c'est pas des fringues occasionnelles, genre tu t'habilles de temps en temps. Non, c'est des fringues décontractées. Donc après mot à mot ils ont cherché dans le dictionnaire, il y a marqué occasionnel, ils ont dit jeu occasionnel. Alors qu'en fait c'est un public qui joue tous les jours. Pas plus tard que la dernière fois je discute avec ma voisine qui doit avoir dans les 70 ans et qui me dit qu'elle a été addict à Farmville. Elle se levait à 6h du matin pour jouer toute la journée, tous les jours. À une époque, elle a dû presque se désaccoutumer du jeu. Et c'est des gens à qui, si tu leur poses la question, qu'est-ce que vous faites comme loisir, ils te diront, je fais de la randonnée, je fais des trucs. Ils diront jamais qu'ils jouent aux jeux vidéo alors que c'est leur première activité. Et Big Fish, ils avaient trouvé ce marché-là. C'est le marché des gens qui ont entre 40 et 70 ans et qui cherchent à jouer à des jeux vidéo comme ils font des mots croisés. Tu vois, les magazines, les jeux de l'été. Et donc, moi, venant de Lucas
de LucasArts, etc. J'ai mis ma petite touche jeu d'aventure point and click, mais j'ai essayé de rentrer dans les cases que entre guillemets m'imposait mon éditeur. Donc premier jeu, un match 3, et encore une fois j'ai fait un match 3 différent, donc un peu rebelle par rapport au match 3 qui était justement basé sur les mécaniques de Candy Crush. Moi j'arrive avec une mécanique de type Tetris Attack ou Panel de Pawn. Du coup j'ai eu des fans, des grands fans, il y a encore des gens qui jouent aujourd'hui à Geisha de Secret Garden, mais beaucoup d'incompréhension aussi par les gens qui cherchaient tout simplement à jouer à Candy Crush. Et sur Big Fish, il y a des Candy Crush, il y en a 300 dans le monde des bisounours, dans le monde des fraises, dans le monde des... Il suffit de changer l'univers, rajouter de l'aventure, etc. et tu refais un match 3. Moi, j'ai pas voulu copier la mécanique, j'ai fait une autre mécanique. Et pour Age of Enigma, je me suis dit, je vais faire un truc qui me sera un petit peu plus personnel, mais qui quand même rentrera dans les cases du public qui m'est offert par Big Fish Games, puisqu'ils ont des millions de joueurs. Et c'est un jeu qui a été téléchargé plus d'1 million de fois. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça sortis par un mec en indé qui auront autant de téléchargements, même si c'est pas un jeu qui aura été connu de l'univers des gamers, tu vois, ou des journalistes qui parlent de jeux. Moi, je suis très content d'avoir vendu plusieurs centaines de milliers de copies de mes jeux et d'avoir touché un public que j'aime bien d'ailleurs. C'est un public attachant, ces gens-là. C'est pas des gamers, ils vont pas t'emmerder en disant il n'y a pas assez d'heures de jeu, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Ils cherchent pas en fait, ils comparent pas. Eux, ils regardent uniquement le plaisir de la mécanique de jeu et que ça leur fasse passer le temps. D'ailleurs, Geisha, il y a un mode relax où on meurt pas. Voilà. Oui, c'est celui que j'ai fait. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça relève le challenge. Voilà, mais voilà, il faut remettre les jeux dans leur contexte, et c'est ce qu'elle n'avait pas fait du tout un journaliste de jeuxvideo.com en testant Age of Enigma en disant ça arrive pas à la cheville de LucasArts, mais c'est pas du tout, je suis pas dans cette cible là, c'est même pas ça, c'est un casual. C'est un jeu d'objets cachés, donc c'est comme les mots croisés, ou tu sais, les mots mêlés là, où tu sais où tu dois trouver les mots dans une grille. C'est cet esprit-là en fait. J'ai des scènes, je dois trouver des objets dans ces scènes, et je dois trouver à quoi sert l'objet, et l'objet la plupart du temps me permettra de jouer à un mini-jeu qui est un jeu intellectuel de comptage, de sudoku, de jigsaw, de choses comme ça. Voilà, c'est ça la mécanique. Si tu comprends pas ça, effectivement, tu passes à côté du jeu en disant ouais, mais c'est pas Day of the Tentacle ou c'est pas Monkey Island. Ben non, mais ça n'a rien à voir. Alors moi, ce que j'ai bien aimé sur Age of Enigma, c'est surtout ce côté effectivement très progressif. Dès le début, rien qu'avec l'interrupteur, où on voit quelqu'un, on sait pas qui c'est. Où on voit quelque chose sur le mur, on se rend pas compte, et après le jeu qui nous dit oui mais il manque quelque chose pour interagir. Ce genre de mécanique finalement c'est tellement acté chez les joueurs. Par exemple le grand exemple que je vois c'est la fameuse échelle jaune pour dire il faut grimper, ou s'il y a un obstacle, on voit une corde blanche qui est toujours la même pour dire qu'on peut passer au-dessus. Ben nous on a même des petites particules, si tu regardes bien, si tu fais rien pendant un moment, il y a des petites particules, des petites étoiles qui vont venir briller aux endroits. Voilà, on a un public qui a tellement besoin en fait d'être pris par la main qu'il y a plein de petites choses comme ça dans le jeu qui en fait te guident. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté très accessible effectivement. Et d'ailleurs, techniquement, moi, j'avais une question qui m'était venue. C'est lorsque tu développais tes jeux, est-ce que c'est toi qui faisais tes propres assets? Par exemple, est-ce que c'est toi qui dessinais tes personnages, qui dessinais tes fonds, qui faisait ta musique, par exemple, aussi Non. Non. Pour Geisha, qui est le premier jeu commercial que j'ai fait, avant ça j'ai fait plein de projets inachevés, hein, mais mon premier jeu que j'ai décidé de terminer et d'aller au bout, et donc d'accepter cette traversée du désert qui est la programmation d'un jeu vidéo, hein, c'est pas fun en fait hein, de finir un jeu. Ce qui est fun c'est de le finir, mais pas le trajet pour le finir. J'ai sous-traité, alors là j'avais zéro budget donc pour Geisha, donc les graphismes ils ont été faits par un indé qui avait fait qui avait fait plusieurs jeux casual aussi, dont certains qui étaient sortis chez Big Fish. J'ai payé ça, donc c'était un gars, je sais plus, peut-être c'était dans les pays de l'Est, je crois. Donc j'ai pas payé ça très cher, j'ai investi de ma poche
je sais pas, quelques centaines d'euros. Peut-être j'ai payé ça 600, 800 euros, je sais pas, les graphismes. Bon, c'est un jeu de Mahjong, donc une fois que tu as la brique de Mahjong et les 40 et quelques signes à mettre dessus, tu composes tes scènes. Ça se répète. Et après, bon, j'avais besoin d'écran intermédiaire. J'ai un Français qui m'a fait les dessins pour tout ce qui est plantes et botanique. C'était un dessinateur de botanique à la base, une relation qui m'a fait aussi pas trop cher. Le jeu a dû me coûter dans les 6000 euros de budget, et la musique a été faite par un gars qui vivait, je sais plus dans quel pays de l'Est aussi, qui m'a dit je débute, je veux bien te faire des musiques et tout, et j'adore les musiques du jeu. Et maintenant il vit au Japon. Et ça c'est pour Geisha. Pour Age of Enigma, j'avais du budget puisque j'avais créé un studio et que j'avais un associé. Et donc là, c'est un vrai dessinateur Nicolas Léger, qui est aujourd'hui connu pour avoir fait la mort Death. Merde. Comment il s'appelle ce jeu? La mort vous voici bien un peu. Une belle mort là en anglais, je me rappelle plus comment ça. Have a good death ou un truc comme ça. Have a nice death. Parle pas comme ça. Have a nice death. C'est un jeu français qui a bien marché. Ah oui, si, je vois lequel c'est, avec le petit bonhomme. Voilà, là c'est lui qui a fait toute la DA et qui est cofondateur du studio. Avant ça, il a bossé chez Ubisoft, grâce à moi, parce que je l'ai fait venir sur Montpellier. C'était un Parisien que j'avais trouvé tout simplement sur un blog. J'avais vu ses dessins, ça m'avait plu. Il était avant tout dessinateur de dessins animés, d'illustrations. En fait, il s'est avéré que c'était un génie du dessin et il a fait absolument tous les dessins. Si tu vas sur casualbox.fr, tu verras sur Age of Enigma, il y a un slideshow qui tourne et on voit les dessins faits à la main et la version colorisée ensuite, etc. Donc on voit un peu comment il travaillait. Il faisait tout à la main, tout dessiné à la main sur des feuilles A4, ensuite scanné et puis dessiné avec Flash. Il vectorisait tout avec Flash et après il colorisait sous Photoshop. Et donc ça, les musiques, c'est des amis, les frères Cléophas qui ont fait les musiques. Et le code, c'est moi à 80%. Je me suis fait aider pour les mini-jeux par un gars aussi que j'ai recruté parce qu'il y avait beaucoup à faire en termes de mini-jeux. Donc il y avait des mécaniques de Sudoku. En fait, il y avait des jeux complets presque à coder que pour les mini-jeux, des mécaniques complètes. Voilà, et c'est un jeu qui a coûté beaucoup plus cher, qui a coûté peut-être plus de 100 000 euros à produire. Ça va très vite, hein. Pour ceux qui veulent faire un jeu, c'est une goutte d'eau, 100 000 euros. Et après, tu peux faire du 100% indé en simplifiant un maximum les assets. Et aujourd'hui, on peut même faire des jeux en achetant des assets et en s'en battant les couilles que les assets se trouvent ailleurs. Le mec qui a fait Vampire Survivor, oui, oui, effectivement. Oui. Les graphismes viennent d'un site qui s'appelle Onyx. Onyx Game Asset, je sais pas quoi. Et il a acheté les assets, il les a un peu modifiés, puis c'est tout. C'est pas grave, les assets, tu peux les acheter pour 8 $ à côté. Hein. Mais ça l'a pas empêché de faire un jeu millionnaire. Hein. Il y a beaucoup maintenant d'assets qui se vendent sur le store de Unreal ou sur le store de Unity, donc là-dessus... Moi je trouve pas ça choquant en fait. Ça dépend du genre de jeu que tu veux faire. Hein. Si tu veux une création 100% originale avec une DA, voilà, comme font beaucoup de studios aujourd'hui, ils se lancent, ils ont une DA précise, ils ont un univers à créer, ils veulent créer ça comme un film, etc. Moi aujourd'hui, jamais de ma vie je me lancerai là-dedans. Un jeu, t'as 9 chances sur 10 et encore, je suis optimiste. T'as 90 chances sur 100 que ce soit un flop. Donc j'irai pas investir ça comme si je faisais un film. Or les films, il y en a certains, ils sont financés par le CNC, tant mieux pour eux. C'est l'argent du contribuable. Mais si tu te finances toi-même ton jeu, faut pas le faire pour gagner de l'argent à la base. Hein. Justement, dans ton école, est-ce que tu abordes le côté marketing? Non. Parce que le truc, comme sur YouTube, par exemple, tu peux faire le meilleur jeu du monde. S'il est vu par personne, il sera joué par personne. Ouais, ou s'il sort pas le bonjour, ou s'il n'est pas de la bonne couleur par rapport à l'humeur des gens, voilà, la tendance, et si selon même l'ambiance internationale, ça va changer. Et puis ton jeu, une fois qu'il est sorti, ça y est, il est vieux.
fois qu'il est sorti. Et du coup, moins d'arriver à le relancer jusqu'à que les gens comprennent ce que c'est. Il y en a qui font ça, hein. Ils font des mises à jour, puis un jour le jeu il prend. Alors pourquoi je fais pas de marketing, je forme pas au marketing? Parce que je considère que c'est une science molle et que j'ai tellement vu de conférences de gens qui disent voilà, mon jeu il s'est vendu à tant de millions d'exemplaires, je vais vous expliquer comment on fait un jeu et comment on le sort. Il te fait une conférence et il t'explique voilà, en marketing il faut faire ça, ça, ça et ça, super. Tu viens l'année d'après, le studio il est ruiné parce qu'il a fait un deuxième jeu, il n'a pas du tout marché. Pourtant il a appliqué la super recette qu'il avait montré l'année d'avant avec ses beaux slides PowerPoint, avec c'est comme ça qu'il faut faire un marketing. Moi j'y crois pas, j'en sais rien en fait. C'est de la magie. Le seul conseil que je donnerais, c'est construire une communauté autour de toi. Montre le plus tôt possible ce que tu fais. C'est des conneries de dire je vais pas montrer parce que j'ai le meilleur jeu du monde et il faut qu'il soit caché du monde parce que sinon on va me voler l'idée. L'idée, j'en ai 10, moi là, je prends 5 minutes, j'en sors 10 d'idées de jeu et je t'en fais 10 par jour. Donc c'est pas ça, c'est pas ça qui va faire systématiquement le succès, hein. Une bonne idée, pourquoi pas. Mais construire une communauté et un truc qui est dur, c'est que quand tu commences à montrer ton jeu, si tout le monde en a rien à foutre, c'est que t'es mal barré. Et ça sert à rien de s'arc-bouter, de s'acharner en disant, en faisant du Charles Aznavour, c'est la faute du public qui n'a rien compris. Non, c'est à un moment donné, c'est le public qui décide. Si ta mécanique de jeu, les gens jouent, ils s'arrêtent au bout de 3 secondes. Tu as peut-être des chances d'améliorer la mécanique si les gens disent c'est bien, mais je m'attendais plutôt à ça ou j'ai pas compris ça. T'essayes. Mais si ça intéresse jamais, change de jeu. Il vaut mieux faire 10 jeux dans l'année jusqu'à en trouver un qui... J'avais une expression, c'est... tu vois les petits bonhommes qui ont des mains là, collantes, là, tu les jettes au mur et puis voilà. Bon, en gros, t'en jettes plein sur le mur et puis t'attends qu'il y en ait un qui colle, quoi. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire des jeux aujourd'hui. Parce que si tu te dis ce jeu-là, c'est celui qui doit marcher, et je vais faire la super recette de marketing, et je suis sûr que grâce à mon marketing, il va se vendre. J'ai même bossé pour une boîte en tant que consultant. Ils voulaient faire des jeux mobiles, donc moi c'est bien, ça m'a fait gagner plein d'argent, je leur ai développé plein de jeux mobiles. Ils voulaient faire des jeux concours avec ça. Ils étaient sûrs que ça allait marcher. Les jeux concours, ça marche pas en fait. Sauf si t'es TF1 peut-être, et encore, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit envoyé 1 ou 2 au 71 500. Et là, ils voulaient faire de jeux concours. Déjà, Apple déteste ça, donc ils bloquent. Et ils ont dit, c'est pas grave, on va cartonner parce qu'on a des personnes célèbres dans notre réseau qui vont en parler sur Facebook. Mais ça a rien donné, quoi. C'est un truc de fou. On avait fait des super jeux et tout. C'est pas parce que t'as un rappeur qui va dire jouer à ce jeu-là. Les mecs disaient ouais, tu vends des jeux maintenant, connard et tout. C'était ça les commentaires. Et ça n'a servi à rien. Il n'y a pas de recette, encore une fois. C'est même pas les moyens, quoi. Ils ont mis des centaines de milliers d'euros à des pubs et tout ça. J'ai un ami qui gagne plein d'argent en faisant des jeux pour Instant Gaming Messenger là, sur Facebook. Il a fait pas de marketing. Il chope ses joueurs avec la meilleure mécanique de jeu qui soit, surtout elle est polichée au maximum, et puis après il sort plusieurs jeux, il met un temps fou à les faire fonctionner, au début il a que quelques centaines de joueurs, etc. Il améliore la mécanique de jeu jusqu'à qu'elle soit addicte pour ses joueurs, et c'est des jeux casual, hein, jeux de cartes, etc. Et après il fait du cross-marketing entre ces jeux, c'est-à-dire c'est ces jeux qui font la promotion de ces autres jeux, et il fait comme ça démarrer une mayonnaise, et c'est presque aussi dur à faire que de la mayonnaise. Et quand ça prend, ça prend. Voilà. Et il n'a pas dépensé d'argent à marketing, où il n'a pas eu besoin d'une célébrité pour faire de la pub. Je sais pas si je m'égare dans mon commentaire, mais je sais même plus quelle était la question. Mais non. C'était oui, est-ce que j'ai fait mes assets? Non, j'ai pas fait mes assets parce que il y en a qui font ça, hein, comme le gars qui a fait Stardew Valley, tout ça. Il a décidé de tout faire. C'est noble, j'adore. Et là, en plus, il a eu de la chance, c'est que son jeu l'a rendu riche, donc c'est super. Tu peux tout faire. C'est une tente. Stardew Valley, c'est un peu le contre-exemple de celui qui a marché. Il y a combien de projets comme ça qui essayent de se lancer, qui sont finis, hein, qui sont bien, hein, mais qui n'auront jamais la même visibilité. À l'époque où je faisais des jeux mobiles pour un client, là, je me rappelle que la stat c'était
je sais plus combien de centaines de jeux par jour qui étaient publiés sur les stores. Ouais. J'avais vu sur Steam le nombre de jeux effectivement qui sortaient. Mais même si on prend juste un Graveyard Keeper, hein, qui est dans le principe de Stardew Valley, avec plus de moyens, parce que ça se voit dans l'animation, ça se voit dans la qualité des assets. De mémoire, il n'a jamais fait aucune ombre à Stardew Valley. Stardew Valley, ça a été vraiment un phénomène un peu l'anti-triple A en fait. Il faut prendre son temps, c'est... Bon, on va pas dire que le gars il a pas fait un super jeu, hein, mais peut-être Ah oui. qu'il existe quelque part sur Terre un jeu aussi complet, aussi poliché que Stardew Valley, et qui n'a pas vu le jour ou qui n'a pas atteint sa cible. Alors, Peut-être parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'univers de Stardew Valley, au moment où c'est sorti, l'ambiance, c'est comme, tu sais, comme dans la musique, il y a plein de gens qui chantent et qui font des morceaux, puis ils ont beau être de super qualité. À un moment donné, tu te connectes pas à l'univers au bon moment, et ton jeu il marchera pas, même s'il est bien, parce que c'est pas ça qui fait kiffer les gens sur le moment. bah, c'est ce qu'on a vu avec la saga des Souls, hein, Dark Souls et autres. Demon's Souls, quand il est sorti, était un succès d'estime, hein, qui a pas... Ça a marché, mais c'était pas le phénomène que c'est aujourd'hui avec Elden Ring. Donc des fois oui effectivement il faut du temps pour que les jeux se lancent, et le lancer au bon moment. Voilà. C'est comme les films, il y en a qui fonctionnent rétrospectivement. Et là, Quand ils sortent, c'est souvent c'est pas assez d'argent. Les films, quand ils deviennent cultes sur le tard, ils rapportent moins. Mais le problème du jeu vidéo, en tout cas le grand jeu vidéo, du moins très cher, le triple A ou autre, c'est très très rare que ce genre de jeu finalement on arrive à déterminer à peu près la date où il va être terminé. Parce qu'on le voit même dans le cas de Assassin's Creed, ou même on le voit sur le cas de Stalker. Il y a eu des dates qui ont été annoncées. Quelquefois les jeux sont sortis, mais ils sont pas sortis prêts en fait. Ils sont sortis trop tôt, dans un état technique malheureusement proche de l'alpha. Ah bah, à l'époque où il fallait graver ton jeu sur un CD, je peux te dire que les jeux, il fallait qu'ils soient terminés, hein. Aujourd'hui, on a cette liberté, de sortir les jeux, des jeux inachevés et puis de les patcher par la suite. Ça a un peu corrompu tout le système et du coup on fait des jeux très gros, Un abus de liberté, je trouve d'ailleurs. très gros et du coup impossible à finaliser, hyper complexe pour donner à manger à ces joueurs de AAA qui en demandent toujours et toujours plus et qui aujourd'hui en plus sont capables de te ghoster complètement et de dire finalement je joue pas à ton jeu, il a coûté 10 millions, on en a rien à foutre. Et les studios, je pense qu'aujourd'hui le jeu vidéo il est en crise parce que même les gros studios qui sortent des AAA n'ont absolument aucune certitude. Avant un AAA il sortait, tu savais qu'il allait au moins rentrer dans les clous, budget, oui, dans son budget. Aujourd'hui ça peut être un flop total, et donc du coup c'est même plus proportionnel, voilà. Et le mec il dit c'est bon, je joue à Balatro moi. Et ça 5 € sur Steam, j'ai pas besoin de ton jeu à 70 balles. C'est devenu un truc, le jeu vidéo, j'ai vu un gars qui avait fait un post là-dessus, un indé français, il a dit, il était presque en burn-out, il dit parce que j'ai réalisé que le facteur chance était aujourd'hui le premier facteur de réussite d'un jeu. Je dirais pas non, effectivement. Parce que lui, au début, il disait je fais des jeux d'extrême qualité, hyper polichés, et je sais qu'ils vont trouver un public. C'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut aussi de la chance. Et la chance, c'est quelque chose qui est immatériel, impossible à contrôler. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais connu l'échec avant ton premier succès commercial. Tu as connu combien d'échecs avant de réussir ? Alors, on va dire que j'étais le roi du prototype. Et depuis que j'ai un Amstrad, je fais des jeux quoi, mais c'est pas des jeux quoi, c'est des vertical slice quoi. C'est je code un petit bout de ce que j'imagine de la mécanique du jeu, et puis je passe à autre chose. Et peut-être, j'ai pas souvenir là comme ça de jeux où je me suis dit je vais aller au bout,
Je crois que j'avais jamais même imaginé pouvoir aller au bout d'un jeu. Et c'est en travaillant dans une boîte où un de mes collègues s'était lancé dans le développement d'un jeu sur Big Fish, pour Big Fish Games. Et je l'ai vu travailler et je me suis dit, je vais faire un jeu. Ça, on était en 2007 ou un truc comme ça. Je me suis dit, je vais faire un jeu, je vais faire comme lui. Et là, j'ai vu à quel point c'était dur. Et j'avais fait un jeu, en fait, j'avais fait Geisha, mais c'était au départ, ça s'appelait Cosmos. Et c'était un jeu de SF. Et je lui ai montré et il m'a dit, c'est merdique. Ça n'intéressera personne. L'univers de la SF n'intéresse pas les joueurs casual. Et ma femme étant paysagiste et fan de jardins japonais, je me suis dit, arrêtons de regarder un univers de poilus là, comme moi, la SF, l'espace et tout ça. Est-ce que je peux pas trouver un truc plus universel et qui apporte un peu plus de plaisir aux gens? Et j'ai pensé au jardin japonais. Et j'ai fait un mini brainstorming et jardin japonais, Mahjong. Et du coup, en fait, tu sais, c'est des trucs que tu vis dans ta vie. Vous avez déjà dû connaître ça. Le soir même, j'ai ouvert mon PC et j'ai tout transformé mon jeu jusqu'à 4h du matin de jeu de SF en jeu de Mahjong en récupérant des vieilles briques de Mahjong moisies sur internet, en faisant toute la maquette, tout le chemin de fer de mon jeu avec l'idée. Déjà, il y avait tout le jeu, l'idée du jardin, l'idée du truc, mais c'était fait de briques et de brocs. Je crois que j'ai une version quelque part du truc. C'était pas les sons, c'est pas les musiques et tout. Et est née cette nuit-là l'idée de faire un jeu de Mahjong. Je l'ai montré, on m'a dit c'est super, et je me suis dit je vais aller au bout, et en fait je suis allé au bout. En fait c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer et qui décide d'arrêter de fumer, qui dit aujourd'hui j'arrête de fumer, qui arrête de fumer. Je me suis dit ce jour-là je vais aller au bout de ce jeu, et je me suis jamais arrêté jusqu'à le terminer ce jeu. Et j'ai souffert, c'était marche ou crève quoi. J'ai bossé pendant presque un an sur ce jeu, allez 6 mois à temps complet. Du matin au soir sur ce jeu, j'en serais incapable aujourd'hui de mettre autant d'énergie sur le truc. Et on va dire que j'ai finalement pas eu tant de jeux qui se sont pas terminés avant, parce que j'ai dès mon premier projet de jeu commercial en tout cas, je me suis tout de suite mis dans un mindset de jamais rien lâcher, et surtout j'avais dès le début des retours positifs sur la mécanique de jeu, et un élément important, c'est que quand je jouais à mon jeu, j'arrivais pas à m'arrêter. Je me disais, si ça me plaît à moi, ça plaira à des gens. Et chaque fois que je testais un de mes niveaux ou que je rajoutais une feature, j'étais comme un gamin, j'avais le sourire devant mon écran et je me disais, ah c'est trop fun, on casse de la neige, maintenant on fait ci, on fait ça. Et j'ai trouvé ça fun, et du coup je me disais, j'ai envie de finir le jeu parce que il me plaît à moi. Les musiques me plaisaient, voilà, tout me plaisait. Et je suis allé au bout, et je l'ai sorti. C'est incroyable, hein. Premier vrai projet, premier jeu commercial. Il n'a pas rapporté, si je fais le calcul de ce qu'il m'a rapporté, si peut-être 100 000 euros quoi, à la louche. Et étalé sur plusieurs années, hein. Mais j'ai encore des téléchargements du jeu aujourd'hui, hein. Parce que c'est un public à part. Tu penses que finalement, pour faire un jeu, ça serait peut-être plutôt cibler la simplicité? Aujourd'hui, on a des vies de malades. On a une capacité de concentration d'une huître. Même nous, hein, les anciennes générations, hein, ça y est, on est lessivés, on est matrixés, hein, par les films avec des montages hystériques, les vidéos courtes, les contenus courts, etc. On n'arrive plus à se concentrer longtemps. Je sais pas si vous deux, vous arrivez à bosser 10 heures par jour sur un truc. C'est très dur. Donc je sais pas si aujourd'hui beaucoup de gens ont la capacité, et tant mieux, hein. Des fois c'est des gens qui sont même proches du syndrome d'Asperger et tout ça, qui ont encore cette capacité là de concentration que nous on a perdu. Donc c'est eux les génies peut-être d'aujourd'hui, parce que moi je serais incapable de faire un gros jeu. Donc oui, si je dois conseiller aux gens de faire un jeu aujourd'hui, et c'est ce que je fais à travers mon école, ma chaîne YouTube, etc., c'est faites simple, allez droit au but, tester, si ça marche vous aurez tout le loisir ensuite d'améliorer la chose et d'en faire quelque chose peut-être plus étoffé, et vous le ferez plus facilement parce que vous aurez la motivation d'avoir déjà des joueurs, d'avoir déjà un potentiel de revenus sur ce jeu là,
et du coup vous direz je le fais pour quelque chose. Avant ça, peu de gens auront l'énergie de faire quelque chose d'autre chose qu'un truc simple. Donc oui, faire simple. Si je refaisais aujourd'hui un jeu, je referais un jeu simple, je ferais un truc avec une mécanique de jeu simple, et pas un jeu à contenu. Un Age of Enigma, où il y a 6 univers, 25 mini-jeux, sur chaque univers une quinzaine de scènes, des voix, un scénario et tout, jamais je ferai ça. Parce qu'en fait, matériellement déjà, tu te crées une limite, c'est que ton jeu, tu sais qu'il va être long à réaliser, parce que matériellement, il y a du contenu à réaliser qui est long. Alors que moi, une fois que j'avais mon moteur, encore une fois, le vrai mot pour moi de moteur, c'est-à-dire mon moteur de match 3 à la Tetris Attack pour mon jeu de Mahjong, ben, c'était facile pour moi d'ajouter des nouveaux types de tuiles, c'était facile pour moi de faire des nouveaux niveaux, je m'étais fait un éditeur de niveaux, et j'ai rapidement eu 100 niveaux, et du coup, ben, tu vois, tu fais un truc au début qui va démultiplier ensuite, comme une boîte de vitesse, le contenu, avec un effort réduit. Balatro, c'est ça, hein. Le gars, il a mis plein de challenges et tout ça, mais la mécanique et son moteur de jeu de cartes, qui est très complexe d'ailleurs. Moi, je suis incapable de jouer à ce genre de jeu. Il y a trop d'options. Je suis pas assez intelligent pour ce genre de truc. Mais voilà, une fois qu'il a sa mécanique, il a juste à scénariser ses challenges et puis les rajoute et automatiquement ils sont proposés par le jeu parce qu'il a à la base son moteur de Balatro, quoi, qui est polyvalent et complet, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de toucher le fond, d'arriver jusqu'au burn-out? Alors oui. Alors en faisant Geisha, non. Geisha, c'est un de mes meilleurs souvenirs de programmation, parce que malgré la souffrance, tu vois, comme les gens qui font du trail ou des trucs comme ça, qui disent j'ai eu mal, mais j'ai aimé avoir mal. Voilà, j'ai aimé coder Geisha, c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'étais vraiment en transe. Tu sais, il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Flow. Et il explique cette sensation à un moment donné quand tu rentres dans un espèce de mécanique où tu es dans le flow. Ben, ce flow là, normalement, des fois il dure que quelques heures, mais moi il a duré plusieurs mois chez moi. Et j'étais vraiment. En même temps, c'était aussi un moment charnière dans ma vie, hein. Je passais de développeur d'applications sérieuses, avec des gens sérieux, à développeur de jeux vidéo. C'était cool, puis c'était une époque où c'était plus facile aussi. Et j'ai eu un plaisir immense. Age of Enigma, honnêtement. Passer l'excitation des prototypes, de la première version alpha, et heureusement la solidarité de l'équipe avec mes musiciens, mon infographiste, l'anglais qui nous faisait les traductions, tout ça, j'ai créé une petite équipe autour de moi. Il y avait ce plaisir-là, mais c'était devenu l'enfer de me lever et de faire de l'intégration des scènes et des sons et des trucs. C'était devenu inintéressant, vraiment c'était difficile, mais pas de burn-out. Mais par contre, zéro plaisir, surtout quand tu sors le jeu ensuite auprès de 3000 bêta-testeurs et moi j'avais fait un truc au début à la Professeur Layton, je sais pas si vous voyez ce jeu sur Game Boy. Donc c'est à dire qu'il n'y avait pas il y avait pas un vrai lien entre les mini-jeux et l'aventure. C'est ah tiens, si on faisait un mini-jeu, hein, c'est un peu ça Professeur Layton, c'est rentrer au chausse-pied dans le scénario et puis tu te retrouves à faire un mini-jeu. Donc j'avais fait ça et du coup Big Fish a dit non, il faut que ce soit intégré à l'aventure et qu'il y ait un lien avec l'aventure, c'est-à-dire que tu n'ouvres pas une porte en faisant un mini-jeu pour le plaisir, il faut que ce soit la porte qui soit le mini-jeu, etc. Donc du coup on a dû rebosser 3 ou 4 mois sur le jeu et revoir tout notre système de mini-jeu, c'était vraiment pas un plaisir. Donc là c'est pareil, on va pas dire burn-out du tout. Par contre, l'année dernière, j'ai décidé de relancer Geisha en version HD. Et je me suis dit, tiens, je vais tout faire en même temps. Donc je m'étais fait un planning. Je me rappelle, et peut-être je l'ai encore quelque part. Moi j'ai déménagé, mais je dois encore avoir cette feuille de l'enfer où j'avais ma semaine type. Et il y avait 0 trou dedans, tu vois. C'est là je fais une vidéo pour YouTube, là je fais une formation, là je bosse sur Geisha, là je fais du consulting, là je fais ma compta, là je fais du Geisha, là je fais du YouTube, là je fais des formations. C'était toute ma semaine. Je me suis dit ouais, je suis un surhomme, à 50 ans je vais faire ça. Et là je me suis vraiment écroulé. Là j'ai vraiment, à un moment donné je voulais même plus toucher une ligne de code. J'ai tout arrêté, le jeu, tout. J'ai fermé, je faisais des lives pour Game Coder, j'ai arrêté de les faire.
tout me cassait les couilles, les gens me cassaient les couilles. J'ai vraiment fait une mini dépression de me dire je ne suis plus capable. C'est là que j'ai réalisé que je suis plus capable de faire tout à la fois. Il faut vraiment que je revoie mes priorités. Et là, j'ai fait un burn-out, oui, alors, léger. Il y a des gens qui touchent le fond. Mais c'est-à-dire, je suis arrivé à ce moment où t'as plus d'envie, quoi. T'as plus de joie dans ce que tu fais. Et La dépression. ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, tout ce qui te faisait te lever le matin et qui remplissait tes journées, t'as plus envie de le faire. Donc du coup, la journée elle est vide, quoi. Heureusement que j'avais ma communauté GameCoder. Je me suis concentré sur un GameCoder. J'ai arrêté tout ce qui était contraignant pour moi, tous les rendez-vous live et tout ça. Depuis, je suis devenu allergique aux rendez-vous. Et je me suis dit maintenant je fais à mon rythme et c'est pas ma communauté qui me dirige parce que les gens étaient exigeants. Je leur donnais des centaines d'heures de formation. Il y avait des gens qui me cassaient les couilles en disant on veut plus. T'as payé 170 balles un accès à vie à mon contenu. T'as à peu près l'équivalent de 3 ou 4 000 euros de formation et tu viens me... Alors ces gens-là, j'ai décidé de plus leur faire plaisir. Je me suis fait défoncer, ils sont partis, ils ont dit que c'était dégueulasse, que je m'occupais pas de leurs abonnés. Mais t'es pas abonné, t'as eu un accès à vie. Moi je suis un humain, je leur disais tu veux pas ma femme, ma bagnole aussi. À un moment donné, achète-toi une vie, fais autre chose, quoi. Je vais pas te créer du contenu pour que t'occuper toutes les semaines de toute ta vie parce que t'as payé un accès, un abonnement à vie à mon site. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a fatigué, c'est le manque de compréhension des gens. Et je me suis concentré sur les gens qui disaient, il y avait des gens qui disaient, j'ai pas pris ton accès à vie parce que j'ai compris dès le début que ça serait pas rentable pour toi. Et je préfère payer régulièrement pour pérenniser ton activité. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrête de proposer des accès à vie et il faut que je vende mon savoir one shot à chaque fois que je sors quelque chose aux gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Et s'ils ne sont pas intéressés, ils n'achètent pas, etc. Et j'ai revu complètement mon modèle économique de GameCoder qui aujourd'hui est sur le format de une nouvelle formation tous les mois. Il y a toujours l'accès à vie pour les gens à qui j'ai promis un accès à vie à mon contenu, mais je ne propose plus de nouveaux accès. C'est-à-dire que je Tu connais Patreon ? Ouais, Patreon, ouais. Pour moi, Patreon, c'est de la mendicité presque. Voilà, c'est pas du tout le modèle que je veux. Je vais pas aller demander 2 euros. Tu sais, moi, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je vis bien de mon contenu. Donc, ça, c'est aussi un truc que j'ai décidé il y a longtemps, c'est que je ne me braderai pas. Voilà. Je vends mon contenu aux gens qui sont prêts à payer pour mon contenu. Et ceux qui trouvent ça trop cher, ils vont chercher du contenu gratuit sur Internet. Mais voilà, moi, c'est pas mon modèle aussi. Si je veux que ça dure, et si ça dure depuis 10 ans, c'est parce que ça me fait vivre. Parce que j'y passe tous les jours dessus. C'est mon quotidien, GameCoder. Alors moi, je vais te poser une question qui est toute bête, finalement, qui est extrêmement classique. C'est là, avec le recul, aujourd'hui, est-ce que si on te proposait de retourner à l'âge de tes 20 ans, est-ce que tu aurais décidé de faire une autre carrière que celle-là ? Est-ce que tu as des regrets d'avoir fait ce choix-là ? Est-ce que tu aurais fait différemment ? Est-ce que tu aurais préféré faire du jeu vidéo plus tôt ou pas du tout en faire ? J'aurais préféré faire du jeu vidéo plus tôt. Oui. Et je regrette pas parce que aujourd'hui, il m'est arrivé, notamment quand j'étais un peu au bout du rouleau, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et en fait, il n'y a rien qui me vient. C'est ça que je sais faire en fait. C'est ça que je fais le mieux. C'est ça que tu veux faire. Je le fais facilement. J'ai plein d'idées. J'explique les trucs aux gens, ils me disent c'est génial, j'ai compris alors que j'avais jamais compris. T'expliques super bien. Je prends du plaisir à le faire. C'est du jeu vidéo sans avoir les contraintes du succès du jeu. Si je fais un jeu, je le ferai à côté. Et s'il gagne rien, c'est pas grave. Je pourrais continuer à donner à manger à mes enfants. Non, c'est la carrière que je voulais. Ouais, mais t'as raison. Je l'aurais fait plus tôt. J'ai toujours des regrets de ne pas avoir sorti un jeu sur Amstrad, par exemple. À une époque où c'était tellement facile, pas facile de faire des jeux. Et si t'arrivais à faire un jeu, t'allais voir
Laurent Veil ou un truc comme ça, et tu lui montrais ton jeu, et il te le sortait parce que il en cherchait. Il est dans la rue, il les cherchait, les programmeurs de jeux. Il en avait tellement pas beaucoup. Aujourd'hui, on a baissé. Des fois, j'ai ce dessin qui me vient, c'est, tu sais, on dit mettre la barre haute ou abaisser la limite. Il y a un truc, c'est abaisser la barre ou un truc comme ça, abaisser la barre. Je sais plus, il y a sûrement une expression pour Oui. ça. Et du coup, ben, je visualise ça. C'est-à-dire, avant, ben, pour faire des jeux, ben, il fallait sauter haut et passer au-dessus d'une barre technique qui était contraignante. Alors c'est dommage, il y a des gens qui ont des super idées de jeu et ils pouvaient pas les faire. Maintenant la barre elle est basse. Tu prends GameBaker, Unity, et surtout c'est pas trop l'outil qui permet de faire les jeux, c'est qu'il y a des tutos et des assets et tout ça qui permet aux gens de faire des jeux rapidement. Donc du coup la barre est très basse, mais les gens qui sautent par-dessus la barre, il y a énormément de déchets quoi. C'est-à-dire que dans le tas, il y a un mec qui sait faire un jeu, et dans l'autre tas, c'est du déchet. Et du coup, ben, ça dégoûte un peu les gens aussi du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, la qualité qui baisse. Il y a même eu une époque où les gens ils disaient, si je vois le splash screen Unity, je boycotte. C'est dommage parce qu'il y a des très bons développeurs qui font des jeux avec Unity. Heureusement, c'est un super moteur. Hein. Mais l'accès a tellement été démocratisé à la création de jeux que voilà, à l'époque, voilà, c'est bien aussi. À l'époque, c'est parce que c'est la récompense de l'effort. À l'époque, c'était celui qui allait faire l'effort de faire des trucs pas rigolos, d'apprendre des trucs pas rigolos, de passer du temps à faire des choses quand tu faisais un jeu. Moi, j'ai appris par exemple, il y a 15 jours là, en mangeant avec mon pote Eric Chahi, que le pacte c'était du basique. Je lui dis mais putain, mais j'étais persuadé que t'avais codé ça en C. Il me dit mais non, il n'y avait pas de C sur Amstrad. J'ai fait une routine en assembleur pour afficher des images et tout le jeu est développé en basique. Donc je me suis dit mais merde, moi à l'époque je me disais je fais du basique, je suis pas un programmeur. Je ferai jamais de jeu. Et ben Eric Chahi il faisait des jeux en basique. Avec un peu de routine assembleur et ce que j'aurais été capable de faire peut-être. Donc j'avais une mauvaise approche parce que je croyais que c'était une élite qui pouvait faire des jeux. Alors qu'en fait, c'était pas que une élite, c'était une élite de gens capables d'aller au bout de leur projet en trouvant les bonnes solutions techniques adaptées à leur niveau et qui allaient développer suffisamment d'efforts pour faire un jeu et raconter une histoire parce que il fallait aussi avoir une idée de jeu. Et du coup, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu. Et je suis passé à côté. Je me suis mis à faire des trucs sérieux, de la programmation sérieuse. Je suis allé chez PC Soft, tout ça. Le truc aussi, c'est que moi, je vois quand j'étais gosse, que j'étais sur Amstrad, moi aussi. Personne ne croyait en l'informatique. Moi, tout le monde me disait, mais arrête avec tes ordinateurs. Ça t'ira jamais nulle part avec ça. C'est pas l'avenir. Fais plutôt quelque chose de concret. Va bosser dans le BTP. Voilà, ça c'est concret. Ouais, il y a ça, ou alors on te disait mais t'es pas bon en maths, donc pourquoi tu veux faire de l'informatique? Oui. Celui-là, je l'aurais entendu. Non, c'est de la logique. Exactement. Le développement, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. On travaille sur une calculatrice. Exactement. Si tu veux faire des maths, ben, tu donnes le calcul à faire à ton ordi, il te le fait. T'as pas besoin de savoir expliquer comment on dit en maths, il faut démontrer. Non, t'as rien à démontrer là. Tu prends la routine, tu la mets et hop, c'est bon, ça te calcule le truc. Une fois que tu sais pourquoi t'en as besoin, tu l'utilises et c'est bon. Il n'y a absolument pas besoin d'être bon en maths. Il faut savoir juste raisonner. Alors, il nous reste 10 minutes sur l'interview là. Dis-moi vite fait, qu'est-ce que tu penses quoi de cette montée en puissance de l'IA générative dans le développement de jeux? Bah, c'est compliqué. C'est quelque chose auquel j'ai résisté pendant un temps. J'ai fait mon vieux con. Puis après, je me suis dit, j'ai écouté parce que je suis pas si con que ça. J'ai écouté et je me suis dit, il y a plein de trucs aussi dans ma vie où si j'avais pas embrassé la technologie, je serais passé à côté. Je serais toujours en train de coder sur un Amstrad CPC, tu vois, même si je peux le faire pour le plaisir. Tu fais pas une carrière avec ça. Et je me suis dit, bon, a priori, l'IA, c'est un truc, ça va changer la face du monde, et soit je passe à côté, soit je vais dedans. Maintenant, j'ai un avis qui est mitigé, mais qui vaut pour aujourd'hui, parce que l'IA va à une telle vitesse que je sais absolument pas si mon raisonnement vaudra la semaine prochaine, ou le mois d'après, ou l'année prochaine. Aujourd'hui, si je peux faire un constat, c'est
l'IA va créer une génération de gens qui ne savent rien faire, mais qui sauront très bien utiliser l'IA, ça va les sauver. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera suffisamment bien l'IA pour que, tant pis, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils veulent juste le résultat et ils l'obtiennent. Mais aujourd'hui, l'IA, si tu sais pas programmer, c'est-à-dire si tu n'as pas les bases de programmation, je pense que c'est un piège. Alors que si tu as des bases de programmation, ça te permet de travailler beaucoup plus vite. Ça te permet de créer des trucs beaucoup plus complexes que ce que tu aurais pu faire dans le temps que tu t'étais fixé. Ça a aussi l'inconvénient de te rouiller, c'est-à-dire que moi je me suis surpris à demander, à laisser Copilot me coder un truc que j'ai codé toute ma vie, et que le jour où je désactive Copilot parce que je suis en live avec mes élèves et que je veux leur montrer que je connais un truc, c'est moins fluide. Tu vois, c'est moins fluide le truc, pourtant un truc que j'ai toujours fait. Je le fais de manière moins fluide parce que déjà l'IA commence un peu à me corrompre et à m'enlever des automatismes. Et donc ça veut dire que c'est aussi un danger, même pour les seniors. Voilà, je pense que c'est une super aide pour les seniors. Je dis aux gens, utilisez l'IA pour lui poser des questions. Ne prenez pas le code qui vous génère, sauf comme un exemple de documentation. Codez vous-même ensuite, ne faites pas des copier-coller. Ne lui demandez pas de corriger les bugs à votre place. La meilleure école de programmation, c'est de corriger ses bugs. On apprend énormément à corriger des bugs. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que, tu vois, je fais le Kasparov quand je fais des interventions en école où j'ai une classe de 30 élèves et je leur dis, allez, vous allez coder un petit jeu en 24 heures, on fait une game jam. Je suis capable de passer derrière n'importe quel écran et de trouver leurs bugs en 1 minute, sans connaître leur code. J'ai développé cette espèce d'esprit Kasparov, là, tu sais, qui fait 50 parties d'échecs en même temps. Parce que, et encore un autre truc que je me suis rendu compte, c'est que corriger des bugs, c'est une super école. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je lance mon code, je vois une merde, j'ai déjà trouvé le bug dans ma tête. Je sais déjà dans quel endroit de mon code il est, j'ai même pas ouvert le code. C'est-à-dire que c'est une mécanique où le code s'exécute dans ma tête, et du coup, je sais à quel moment ça coince par rapport au résultat que j'obtiens. C'est une super école, donc ne corrigez pas les bugs avec l'IA. Apprenez avec l'IA, mais ne me faites pas faire l'IA les choses à votre place. Devenez un bon programmeur d'abord, et je sais que c'est difficile aujourd'hui d'accepter de faire des choses alors qu'on a la possibilité de ne pas le faire. Du coup, je ne sais pas ce que vont devenir les gens. En tout cas, moi, dans ma communauté, j'entretiens cet esprit rebelle, pas d'IA. L'IA, c'est là que pour nous assister, mais c'est pas là pour nous remplacer. Parce que ce qu'on veut, c'est apprendre, et on veut coder. Et le plaisir de coder, de taper du code, c'est notre premier plaisir. Tu vois, dans Social Network, il y a une scène où à un moment donné, il lui dit laisse-moi tranquille, je pisse du code, ou un truc comme ça, où il lui dit pisse du code, pisse du code. J'aime bien cette expression parce que on sent ça, nous, quand on est programmeur, on aime pisser du code. Et ce plaisir qu'on a à pisser du code, faut pas se l'enlever, quoi. Et c'est le plaisir que j'essaye, l'envie en tout cas que j'essaye de donner aux gens, c'est cette envie d'avoir juste un éditeur de code devant eux et de voir les lignes de code s'aligner comme dans Matrix. Et ces lignes de code, elles donnent vie à des trucs. Et voilà, ce serait dommage que l'IA elle enlève ça. Et puis après, on fera comme tout le monde. Il y a toujours des gens qui font de la peinture à l'huile, alors que tu peux demander à une IA de te faire un dessin, ou alors tu peux utiliser une palette graphique et Photoshop pour faire des dégradés, des effets de peinture, etc. Il y aura toujours le plaisir de l'effort et de l'outil qui vient en opposition au plaisir de la productivité et du résultat. Tu penses pas qu'on risque un jour de perdre la dimension humaine dans la création des jeux ? Sûrement, mais tu vois, j'avais discuté avec un directeur de studio qui disait, qui avait bossé chez Nintendo, tout ça, et lui, c'était il y a quelques années, il disait il y en a ras le cul de devoir programmer. Pourtant, c'est un gars qui crée des jeux, qui a bossé chez Nintendo, chez LucasArts. Et il disait moi, je voudrais pouvoir juste dire à mon ordi ce que je veux et il faudrait qu'il me le fasse. C'est archaïque de programmer. Donc tu vois, il y a une génération aussi de gens qui pensent ça. Maintenant, je vois, quand j'ai codé Geisha, je vois les heures que j'ai passées à policher la vitesse à laquelle la brique se déplace, l'effet de rebond de la brique, à quel moment l'effet visuel, la musique, l'effet sonore vient, etc., pour provoquer un maximum de plaisir aux gens. J'ai passé tellement d'heures que je me dis ça, une IA, elle peut pas, c'est l'humain ça qui va
C'est l'humain qui va pouvoir gérer ça, et donc je pense que l'IA pourra pas tout remplacer. Et surtout qu'aujourd'hui, l'IA, elle est intelligente parce qu'elle apprend de l'humain. Et puis maintenant, bientôt, elle va apprendre de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va s'alimenter avec du contenu généré par IA. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va devenir une espèce de truc plat où il y aura plus d'innovation, plus de risques, plus de... Bah du coup, c'est pas grave, il y aura la place pour un mec qui arrivera en plein milieu et qui dira « j'ai tout fait la main !» Quoi ? Ah, c'est trop cool, mais faut attendre. Pour l'instant, les gens sont pas encore excités par ça. Pour l'instant, c'est encore normal de faire les choses à la main. Un jour, ça sera exceptionnel, et puis peut-être que ça sera ça. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on raconte sur le développement de jeux vidéo? Un des plus gros mensonges, c'est pas, on exagérait en disant que c'est un mensonge, mais en tout cas, c'est une idée reçue. C'est que c'est l'outil qui fait le jeu. Voilà, c'est les gens, ils vont, tu vois, ils voient un jeu qui marche. Et ils vont chercher avec quoi il est fait. Et ils se disent que s'ils font le jeu avec la même chose, leur jeu va marcher aussi. Et comme aujourd'hui c'est Unity le moteur qu'il faut connaître, les gens veulent apprendre Unity. Il y a 99,99% des gens qui téléchargent Unity qui le lancent et qui ont les yeux qui saignent au moment où l'interface apparaît et qui se disent jamais je pourrais utiliser ça, alors qu'on m'a dit que grâce à ça j'allais faire des jeux sans programmer. C'est complètement faux, c'est un outil de pro Unity. À partir du moment où tu t'ouvres l'éditeur de code, tu te rends compte que non seulement il faut savoir programmer, mais en plus il faut maîtriser des concepts de composants et du C# avancé, alors que tu sais même pas ce que c'est qu'un if then else. Je vois des tutos sur internet de gens qui disent regardez comment on fait ça avec Unity. Ils montrent leur code, les mecs ils savent pas inverser un booléen, ils savent pas faire une condition, on dirait un truc codé par un enfant, et le mec il a des millions de vues sur ses vidéos, donc c'est dommage. Apprenez à programmer les gars. C'est pas un truc qui va vous sauver à Unity, hein. C'est un truc qui va vous demander au contraire de savoir programmer. Et l'innovation pour moi elle vient de la programmation, elle vient pas de l'outil. Voilà, donc l'idée reçue que l'outil fait le jeu. Je dis souvent, j'exagère, moi j'aime bien faire les gens ils disent ouais tu fais des généralités, mais bien sûr, bienvenue dans le monde d'internet et du showbiz, il faut faire des généralités pour que les gens comprennent. Je vais pas dire je pense ça, mais il y a aussi des cas où ça devient inintéressant. Donc ma phrase c'est le langage de programmation on s'en bat les couilles, par exemple. Et voilà, je maintiens ça, même si bien sûr il y a des exceptions. Mais voilà, j'aime bien ce genre de phrase clé pour arrêter que les gens pensent que ce qu'ils vont choisir comme outil, c'est ça qui va faire le succès de leur jeu. Si tu te fais chier à faire du C# alors que tu adores faire du Python, vraiment tu t'éclates à faire du Python, tu as plus de chances de finir ton jeu en Python que de le faire en C# alors que t'as pas du tout... tu vois, si t'aimes courir à la montagne et que tu te forces à courir au bord de la mer, tu vas t'arrêter quoi, t'arriveras pas au bout de l'effort. Donc il faut d'abord regarder l'outil qui te permet d'aller au bout et qui te plaît, plutôt que l'outil qui est soi-disant the best, le must-have pour faire ce que j'ai à faire. Ça vaut rien. Alors, pour conclure, dernière question. Si tu pouvais remonter le temps, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu dirais au David d'il y a 20 ans? Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même. N'écoute pas ce que les autres pensent de ce que tu fais, arrête de te comparer et accepte l'idée que tu vas faire de la merde parce que c'est un passage obligé. Et moi souvent j'ai arrêté de faire ce que je faisais. À un moment donné je faisais de l'animation, du dessin aussi, et c'est difficile d'accepter que les premiers trucs que tu vas faire c'est de la merde parce que tu sais ce que tu pourrais faire, ce que tu voudrais faire, et du coup tu te juges et tu dis ah c'est de la merde, donc je vais cacher la merde sous le tapis puis je vais faire autre chose. Il faut accepter que de passer par toute une phase où tu seras mauvais. Tu vas pas te réveiller un matin et être devenu programmeur de jeux vidéo ou programmeur ou un truc comme ça. Donc prends du plaisir à apprendre, va au bout des choses parce que le succès appartient à ceux qui terminent. Voilà, pas à ceux qui commencent. C'est un excellent conseil. Jean-Yves, tu veux ajouter quelque chose? Tu as une question à poser? Non, pas du tout. Au contraire, là, il vient de, il vient de me donner un conseil que j'aurais dû écouter depuis des années. D'accord. Eh ben écoute, D'aller au bout des choses.
c'est le plus important. Et oui, c'est pas le plus simple, c'est clair. Ok, bon bah c'est parti. Eh bien, Jean-Yves, tu nous as préparé un sujet méta sur donc le prix des jeux. C'est bien ça? Alors, sur le prix du jeu vidéo dans l'ensemble, pas que le prix des jeux. Oui. Étant donné que on est sur un... La question s'est beaucoup posée récemment, notamment avec le prix de la PS5 Pro, qui est une console qui est historiquement exceptionnellement chère, hein, étant donné qu'on atteint pratiquement le prix d'un PC une fois équipé, on va dire, avec le socle, le lecteur CD, les manettes, éventuellement un jeu. Donc ça a lancé un débat en fait récemment sur le prix des consoles, mais je trouvais que c'était peut-être quelque chose de plus global à voir, étant donné que même le prix du hardware a beaucoup changé. Et l'économie des jeux vidéo aussi a beaucoup changé, on va dire sur 20 ans. Du coup, j'ai essayé d'axer ça d'abord en parlant du hardware et ensuite en parlant des jeux, étant donné que il faut prendre le tout en fait dans sa globalité. Le jeu vidéo, c'est pas forcément juste la partie code, c'est aussi le hardware sur lequel on va la faire tourner. Alors, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à sourcer tout ce que je vais dire. Donc je serai ouvert à la critique dans les, dans les commentaires. Je m'en excuse. Habituellement, j'ai plus de facilité à croiser les informations, mais là, c'était un peu compliqué. Étant donné que ça veut dire revenir assez loin dans certains sujets. J'ai pas poussé sur le prix des consoles. Même si je sais que le prix d'une Sega Saturn, ça serait l'équivalent d'une PS5 Pro aujourd'hui, inflation comprise. Donc je me suis axé principalement sur le PC, étant donné que c'est le secteur dans lequel j'ai le plus d'expérience, étant donné que j'ai assemblé des machines pendant longtemps en fait. Donc sur le prix du matériel, je vais juste vérifier. Donc du coup, j'ai fait ce tableau-là, qui est donc un regroupement depuis les années 2000 du prix, donc MSRP américain de ces cartes, quand elles sont sorties en fait, tout simplement, et le ratio performance-prix. Et on peut voir effectivement que malheureusement, on est très loin de la génération GTX 1060, qui était très intéressante pour les joueurs. Mais on n'est pas dans un phénomène catastrophique avec les 4090. Même si les 4090 ont été les très mauvais élèves, on était quand même sur un ratio beaucoup plus intéressant pour les joueurs, enfin beaucoup plus intéressant pour les joueurs que les 2080 Ti. En expliquant rapidement, plus vous payez cher, moins vous avez de performance avec des courbes courtes. Et sur les courbes longues, c'est pour vous allez payer beaucoup moins cher en fait votre image seconde. Donc si on se fie à ce graphique, on n'a pas tout hein, là. Si on regarde après sur les indices de performance que j'ai là, en fait c'est ça. On a vraiment la 1060 qui était intéressante et la GeForce 2 MX qui était une carte qui a été vendue énormément en fait dans les années 2000, qui se retrouve sur un rapport de performance qui est finalement très faible. J'ai essayé de comparer ce qu'on avait aussi du côté d'AMD et on est un peu sur le même cas. Les toutes dernières générations, par exemple la 7900 XTX, qui est une des dernières générations sorties, n'est pas si intéressante que ça par rapport à ce qu'on a connu par exemple sur les anciennes générations de Radeon, les 6870 ou même la RX 480. Et la RX 480, c'est un modèle qui a pas loin de 10 ans aujourd'hui.
Donc, si on essaye de comparer ces tableaux-là, on peut voir que c'est pas devenu quelque chose de si net que ça. Le prix des GPU a effectivement beaucoup augmenté, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de nouveau. On va dire, effectivement, on paye plus cher qu'avant, parce qu'une carte graphique à 2000 €, c'est quelque chose qui était jamais vu avant. Par contre, le rapport de performance va se suivre par rapport à ce qu'on a pu connaître. On n'est pas encore, on est dans du hors de prix, très clairement, mais on paye pas cher pour quelque chose qui avance pas. Je me suis arrêté au 4090, étant donné que c'est les dernières infos que j'arrive à avoir. Les 5090 commencent à être testés juste là, et même déjà avec les 4090 et toutes les technologies qu'on a avec le DLSS, avec la génération d'images, ça devient quelque chose qui est difficile à tester. Cependant, un jeu vidéo, c'est pas qu'une carte graphique, c'est un PC complet. Du coup, on a tout ce qui va être le reste des composants. Le reste des composants, ça va être une carte mère, ça va être un disque dur, ça va être une alimentation, ça va être tout ce qui va avec. Hop. Du coup, je me suis appuyé sur plusieurs choses là-dessus. Je me suis basé que sur Amazon pour le moment, étant donné que c'est là où les gens vont faire leur achat le plus souvent. Et alors, c'était pas trop le cas jusqu'à présent, jusqu'on va dire la génération 2500K, 2700K, c'était des processeurs qui étaient relativement accessibles. Même la 12e génération Intel était relativement abordable. Par contre, depuis que l'on a la génération AMD avec ses 3D V-Cache, donc toute la partie X3D, on se retrouve avec des prix qui sont relativement délirants. D'ailleurs, Nico, quand je t'ai proposé ta machine, c'est une des raisons pour laquelle je t'ai pas poussé vers du X3D. Je pense que tu t'en souviens. Oui. Étant donné que aujourd'hui, un 7800 X3D sur Amazon, un 9800 X3D sur Amazon, pour un 8 coeurs 16 threads, on est à 600 €. L'équivalent, aujourd'hui, un 6800X, juste de base, un 9800X, excusez-moi, un 9800 X, donc on va être sur un 9700X, je vais pas avoir de 8800X, mais un 9700X, on passe à moins de 400 €, on est à 373 € le processeur, pour toujours du 8 coeurs. Donc là-dessus, on voit vraiment une espèce de prix qui augmente, qui est assez violent, notamment porté par AMD. Intel, pour l'instant, ils sont pas forcément dans leur meilleure période, notamment à cause des 13e et 14e générations qui ont eu des problèmes de stabilité, et leur nouvelle génération de processeurs ultra qui ne suit pas les performances espérées. Du coup, Intel reste cher parce qu'ils ont tendance à faire du Intel, mais ils sont pas à suivre une aussi grosse augmentation de prix. Si je prends un 14700K, hop, on va être cher, mais on va être à 413 €. Ce qui se rapproche plus d'un processeur AMD non X3D. Donc de ce côté-là, les CPU, je dirais que l'augmentation est plutôt récente. Là où par contre c'est quelque chose qui n'a fait qu'augmenter, et ça se voit énormément quand on voit le prix d'une carte mère en B650. Aujourd'hui, avoir une carte mère à moins de 160 €, ça devient difficile. Du moins équipé, avec un peu de Wi-Fi, avec suffisamment de phases d'alimentation. Là je tombe sur une Gigabyte qui est à 154 €, mais qui va être sans le Wi-Fi.
Je pense, Nico, toi qui as assemblé des machines aussi depuis des années, qu'une carte mère à 150 euros dans les années 2005-2010, on était sur du haut de gamme déjà. Ah oui. Aujourd'hui, on est sur un socket, on est sur un chipset de moyenne gamme avec le B650 à 150 euros. Et si on va chercher du X680 par exemple, chez AMD, du X670 même c'est. Personnellement, les prix commencent à faire froid dans le dos. Là, je vois du 302 euros, 493 euros. C'est pas des prix qu'on aurait connus il y a 10 ans. Ou alors vraiment sur du matériel très spécifique. Donc effectivement, on peut voir que le matériel a pris beaucoup, mais pas forcément là où on l'attendrait. Pour le stockage, c'est pareil. Aujourd'hui, du stockage, un disque dur hors SSD sur du 2 Tera, on est à 70 euros. 4 Tera, on est à 100 euros. C'est presque que dalle hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Hein. Et même du SSD. Là, on a du 500 Go à 55 euros. Si on monte sur du 1 à 2 Tera, on est sur du 89 euros. Alors sur du SSD SATA. Mais là, je vois un Kingston, hein, donc une grande marque, qui a 60 $ pour 1 Tera. Donc très clairement, c'est ni sur du stockage, ni sur du GPU que la plus grosse augmentation s'est faite. Mais ça va être vraiment plutôt sur les cartes mères, car c'est quelque chose qui devient... c'est un élément central en fait de nos machines. Et c'est quelque chose qu'on pourra pas compresser en fait, malheureusement. Donc de ce côté-là, on a bien une augmentation effectivement, mais qui n'est pas forcément celle, en tout cas que moi, personnellement, en assemblant des machines, j'attendais. Nico, est-ce que tu es surpris ? Est-ce que notre invité aussi est surpris de ce côté-là ? Je ne sais pas. Quel est votre avis ? J'ai jamais été un adepte du hardware et je me sens très vite dépassé en fait. C'est vraiment comme une science pour laquelle il faut se maintenir à jour. Ma plus grosse machine, elle vaut 1300 € et elle est là à côté de moi emballée dans du cellophane, tu vois. Donc je m'en sers pas. Je bosse sur un Tough Gaming portable qui est monté sur un socle là. Et je sais à quel point c'est compliqué, à quel point les prix changent, et puis à quel point on peut faire des erreurs de compatibilité et tout ça. Et je suis pas étonné que ça ait augmenté parce que je pense aussi que c'est une généralité un peu dans tous les domaines. Hein. Donc tu peux t'amuser à regarder par exemple sur Amazon un produit que tu avais acheté avant la Covid, enfin avant les restrictions Covid. Oui. Et il y a 20% là. Tu regardes la commande et tu dis quoi, j'avais payé ça 20 balles, maintenant ça vaut 60 balles, c'est le même produit. Donc des fois c'est 50-100% d'augmentation, c'est impressionnant comment on a perdu comme ça le fil des augmentations et on croit qu'on regarde l'inflation qui est de 3-4%, donc en fait qui est basée sur une poignée d'articles que les industriels font très attention à pas trop augmenter. Mais à côté de ça, tout a flambé d'une manière complètement improbable, quoi. Ce qui me choque le plus, c'est le prix des jeux. Parce que aujourd'hui, on a des trucs comme le Game Pass, etc., qui permettent de rendre le jeu plus accessible. Alors, les jeux, il t'appartient plus. J'allais y venir. D'accord, ok. Bon, bah, je te laisse y venir. Alors justement, vu que le matériel, on a vu que ça n'a pas forcément bougé là où on l'attendait, la question c'était les jeux, justement. Effectivement, donc on peut noter qu'il y a une plus grande accessibilité depuis plusieurs années, notamment avec le Game Pass. Là-dessus, tu as tout à fait raison, Nico. David, là-dessus, tu as tout à fait aussi raison sur le fait qu'on soit propriétaire de rien, étant donné que c'est un abonnement. Donc, on se retrouve sur cette notion aussi du client. Est-ce que le jeu lui appartient ? On a vu que récemment,
Les derniers procès en lice montraient que les gens payaient une licence d'utilisation, mais qu'ils n'en étaient pas propriétaires. Donc ça a été un petit bouleversement pour pas mal de monde. Moi je viens d'une formation juridique à la base, ça m'a pas surpris plus que ça. Mais effectivement il y a eu un effet très bizarre au niveau des joueurs. Notamment suite à... Malheureusement, encore une fois, je suis désolé, je vais les citer à chaque fois, mais Ubisoft vis-à-vis de la fermeture du jeu The Crew, où il y a eu des révocations de licences achetées par des joueurs. Donc ça avait beaucoup choqué à l'époque. Mais on n'a pas que le Game Pass qui a ce côté très accessible. On a le free-to-play qui aujourd'hui a montré que des systèmes économiques pouvaient se baser sur du jeu gratuit, à l'accès en tout cas. Donc ça a permis à beaucoup plus de joueurs de tester des jeux, de découvrir des genres. Aujourd'hui, jouer à un jeu comme Valorant gratuitement, c'est quelque chose qui est acquis. Mais il y a 20 ans, si on avait dit à quelqu'un tu peux jouer gratuitement à Counter-Strike, il m'aurait dit non, c'est pas possible. Donc ça a beaucoup aidé de ce côté-là. Et il y a encore quelque chose qui a fait encore plus loin que ça, c'est l'Epic Game Store, qui propose plusieurs fois dans le mois des jeux gratuits. Et c'est des jeux que l'on conserve. Amazon a un peu suivi ce côté-là quand on est abonné à Amazon Prime, ou sur Twitch, tous les mois, on a des jeux. Ça peut être du AAA, ça peut être du casual game, ça peut être plein de choses, sur plusieurs plateformes. L'Epic Game Store, GOG, il y a leur plateforme à eux aussi. Et il y en a une dernière qui s'appelle Legacy Game Launcher. Donc c'est quelque chose qui a rendu effectivement le jeu très accessible pour les joueurs. Par contre, là où on pourrait penser le jeu plus accessible, c'est pas dans tous les domaines du jeu vidéo. Si on regarde du côté du AAA, on aurait une tendance qui s'inverse. Surtout sur les éditeurs historiques. Pour ça, il faut que je montre mon Steam. Ok. Donc comme tu vois, j'ai regardé le Have a Nice Day. Hein. Donc le problème, c'est qu'on a beaucoup de jeux en fait aujourd'hui qui sont vendus cher. Et je vais le montrer tout simplement ici. Hein. Donc là on a le lot, moi j'aimerais bien le jeu de base. Ok, c'est que je l'avais ignoré. Bon. Si on regarde ce que fait Electronic Arts, on a des jeux qui sont quand même vendus cher. Là je vois 70 € pour un jeu de l'an dernier. La prochaine édition, je pense que ça sera une mise à jour. À partir de là, ça montre qu'on met quand même sur des jeux qui sont relativement chers de base, mais qui vont encore plus loin, étant donné que on a le principe du Season Pass, avec les points, c'était comme on avait sur les anciens points FIFA, mais en plus du Season Pass, on a de la microtransaction. Ça se voit aussi sur la série de jeux F1. Donc F1 24, on voit que le jeu de base, édition standard, hein, est vendu 70 €. L'édition champion, 89 €. Donc l'édition champion, c'est du contenu supplémentaire, avec notamment des bitcoins. Les bitcoins, on en avait déjà discuté à une édition précédente du Game Dev Talk, c'est de la monnaie in-game. Donc au final, on a des jeux qui sortent tous les ans, avec peu d'évolution, mais qui ramènent toujours plus d'argent en fait finalement, qui demandent non seulement de payer son jeu à un prix relativement élevé, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Là-dessus, on a encore un autre exemple, une licence très connue, Call of Duty, qui est vendue quand même 80 € dans son édition de base, 110 € son édition coffre d'armes. Donc le coffre d'armes, c'est avec un Season Pass
Et comme on le sait, les Season Pass, donc c'est des saisons sur Call of Duty qui durent, je crois, dans les 3 mois. Ça vous offre que le premier, hein. Donc là, non seulement on a le jeu qui est vendu relativement cher, on a un Season Pass qui est dessus, et récemment, ils ont fait quelque chose qui était jamais vu jusqu'à présent. C'était un deuxième Season Pass qui était basé sur le jeu Squid Game. Donc on a le jeu qui est vendu relativement cher, on a un premier Season Pass qui est vendu une vingtaine d'euros, et un deuxième Season Pass derrière. On a un autre exemple, toujours, bon là, cette fois c'est Activision Blizzard, mais c'est Overwatch 2 avec son Season Pass, mais aussi la tarification de sa boutique qui fait très très mal, hein. Là-dessus, et d'ailleurs c'est un drame, hein, malheureusement. On a Steam qui se bat pour les joueurs, ils appuient sur le fait que y a de la microtransaction et tout ça, mais on n'a pas accès à peu près au prix moyen dans la boutique. Donc là encore, on appuie sur ce côté relativement élevé. L'Epic Game Store a fait la même chose avec Fortnite, où maintenant on utilise un abonnement. Alors il est optionnel, hein, bien entendu, mais encore une fois, on se retrouve sur quelque chose qui est pas si ouvert que ça. Alors Overwatch 2 effectivement est un free-to-play. Fortnite est un free-to-play, mais ça reste quand même des transactions qui sont très élevées. Je sais que sur Overwatch 2, un skin aujourd'hui c'est 25 €, on n'est plus sur de la microtransaction. Et une des choses, et ça c'est une saga, ça me fait mal au cœur, hein, c'est la saga Yakuza. Donc principalement tous les jeux de chez Sega, hein. Quand on regarde... je voulais pas forcément sortir celui-là, mais je voulais sortir, hop, le dernier qu'ils ont fait. En ce moment il doit être en promotion parce que... voilà. Habituellement on est sur un jeu qui est vendu 70 €. L'édition de luxe est vendue 85 €. Mais l'Ultimate Edition elle est à 110 €. Et on se retrouve à avoir... Moi j'ai une édition Ultimate de mémoire. Mais on se retrouve avec du contenu qui a été vendu supplémentaire. Là je vois c'est des accélérateurs de progression, hein. C'est vraiment de la microtransaction pour moi qui a malheureusement été créée juste pour dire viens on va faire plus d'argent. Et là où c'est très 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 mal passé, je crois que ça devait être sur Persona 3 où on a eu un New Game Plus qui a été vendu en DLC. Je crois qu'il était dans le pass d'extension. Donc aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on a des jeux qui sont vendus relativement cher, mais on a une industrie du AAA qui part du principe que c'est toujours pas assez. Maintenant, le jeu vidéo ne s'arrête pas qu'au AAA, hein. D'ailleurs, on a notre invité qui n'est pas sur du AAA. C'est le jeu. C'est le jeu indépendant. Alors toi tu n'es pas vraiment un indépendant de ce que tu nous disais, mais tu l'as été. Voilà. Le jeu indépendant là-dessus, on est un peu à la croisée des deux mondes. On connaît vraiment deux cas très différents. On voit beaucoup de jeux qui sont très accessibles, dont tu parlais de Balatro, hein. Balatro, c'est un jeu qui est vendu aujourd'hui 14 €. 14 €, c'est très accessible pour les joueurs. Moi, il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé et auquel je joue toujours, c'est Dave the Diver. Il est vendu 19 €. Là aussi, c'est très 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 accessible. Enfin, je pense. J'ai ma compagne, le jeu qu'elle aime beaucoup en ce moment, c'est Potion Craft. Potion Craft, 7,80 €. Et habituellement, on est à 20 €. Okay. Mais on reste quand même sur des tarifs qui sont relativement mesurés. Excuse-moi Jean-Yves, il est 19h05 presque. Et malheureusement, David doit nous laisser.
Bah écoute David, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, avec plaisir, c'était super. Je suis très heureux d'avoir échangé, en espérant que ça soit utile à votre communauté et puis que on puisse. Je suis impatient de voir ça en tout cas sur ta chaîne. Bah, écoute, En tout cas, tu étais le bienvenu, hein. tu es le bienvenu. Et puis, tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. Pas de souci. Je vous dis bonne continuation pour le live. Salut, Et ben, je te remercie. Allez, à plus. à plus. Donc je disais, dans le cas de Prochaine Craft, là aussi on est sur des tarifs qui sont très abordables. Un autre jeu qui a eu beaucoup de succès, c'est Hades 2. Hades 2, 29 €. Donc là-dessus, franchement, le jeu indépendant a tendance à être relativement accessible. Par contre, on a d'autres cas. Certains vont dire que c'est du AAA. Moi, je partirais du principe que c'est toujours de l'indépendant. Il y en a un, c'est un jeu auquel je joue beaucoup. C'est Automobilista 2. Et que toi, d'ailleurs, Nico, que tu connais. Le jeu est devenu plus accessible dans ses éditions de base, 36,99 €. Par contre, pour avoir le jeu dans sa globalité, on est à des tarifs qui sont beaucoup plus élevés. Là, on a 81 € sur l'édition All Inclusive. On est un peu moins cher normalement sur le SP Honor. Mais acheter des DLC, chacun son tour. Là, on a quand même 340 € de DLC. Là-dessus, certains diront oui, mais le jeu est toujours en développement. Pas forcément, j'ai envie de dire. Oui, peut-être, effectivement, c'est des contenus supplémentaires, ça l'aide à se développer, mais ça se justifie moyennement. Et le dernier, bon bah c'est une arlésienne, ça reste Star Citizen. Je pense que j'ai pas besoin d'illustrer plus que ça. Star Citizen, c'est vraiment le titre qui a des packs de vaisseaux qui peuvent être extrêmement élevés. Certains diront que le jeu ne sortira jamais. Là-dessus, je Là, sais c'est pas quel est ton avis. carrément le financement du jeu qui se fait, c'est le financement du développement qui se fait via l'achat de. Vers l'achat de contenu, oui, effectivement. Voilà. C'est-à-dire Est-ce que que normalement les studios, ils dépensent leur budget pour développer leur jeu. Alors que là, donc une fois que le jeu est fini, qu'il est commercialisé, là ils vendent des DLC. Et donc pour continuer à faire vivre le jeu. Alors que là, c'est carrément durant le développement, ils vendent des DLC pour financer le développement. c'est ça. Ah. On verra Du coup, où ce modèle économique va les mener. Après, c'est un modèle économique comme un autre, hein. Certains diront que c'est forcément le bon choix, que c'est la bonne direction. Moi, j'ai une autre vision de la chose, mais c'est peut-être le prix de l'indépendance de ces studios-là après. Parce que ça reste des studios indépendants, c'est pas des Ubisoft, c'est pas d'Electronic Arts. S'ils se plantent, ils se plantent dans les grandes lignes, hein, globalement. Ils ferment le studio, hein, si Automobilista, ils n'arrivent pas à se financer, ou si Star Citizen n'arrive pas à se financer, c'est terminé. Hein. Par contre, on a un autre marché, c'est le marché du AA. Alors le marché du AA, moi je trouve qu'il a tendance à se maintenir. J'ai deux exemples pour ça. Il y en a un que tu connais, Nico. C'est Path of Exile 2. C'est un jeu en développement, attention, hein, mais qui finira par être gratuit d'ici un an, je pense. Mais l'Early Access est vendu une 30aine d'euros. Personnellement, pour la qualité de ce qui a été présenté, je trouve ça même incroyable parce que on a des jeux aujourd'hui qui sortent dans un moins bon état, qui sont considérés comme terminés et qui ont moins de contenu aussi. Le jeu est pas parfait, hein. D'ailleurs Nico y a joué plus que moi, mais je pense que pas mal de titres aujourd'hui aimeraient
au moins avoir ce niveau de finition. Je regrette pas du tout les 30 € que j'ai mis dedans. J'ai un autre jeu par contre, et que toi tu n'as pas testé, par contre qui a été très apprécié de la communauté, c'est Assetto Corsa Evo. Alors là par contre on n'est pas sur le même niveau de finition, hein. Je dis vraiment, hein. On n'est pas sur le même niveau de contenu non plus. C'est Assetto Corsa Evo, qui a été très attendu de sa communauté. Je crois qu'ils ont fait un pic à 25 000 joueurs, hein, le jour de sa sortie, hein. On parle de simulation automobile, hein. C'est un marché de niche, hein. On n'est pas sur du Gran Turismo, on n'est pas sur du Forza, hein. 25 000 c'est énorme pour ce genre de jeu. Et son accès anticipé était à 32 €. Il finira par augmenter, hein, de ce côté-là. On reste sur de l'accès anticipé. Malgré tout, on a quand même un titre qui est le porte-parole du AA. Je pense que là-dessus, Nico, tu me diras d'accord. C'est Robocop Rock City, qui est un jeu AA, qui est vendu 50 €. Et 50 €, c'était le prix qu'on payait pour des jeux sur PC pendant des années. Ok, on peut avoir l'édition Alex Murphy Edition, avec des packs supplémentaires, avec un digital artbook, mais on reste quand même sur des tarifs qui sont beaucoup plus raisonnables. Et sur des jeux qui sont pas forcément moins intéressants. Quand on dit AA, c'est des jeux qui ont en fait tout simplement des budgets qui sont beaucoup moins élevés, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont moins développés, qu'ils sont moins polis, qu'ils sont... Je dirais même que le AA a un avantage sur le AAA, c'est de pouvoir tester des choses que le AAA se permettrait jamais. D'aborder certains sujets, de mettre en avant certaines violences, même graphiques. Là j'ai appris d'ailleurs que dans le prochain Assassin's Creed, dans le cas du Japon, et c'est terrible hein, parce que le jeu est censé se passer au Japon, le public japonais n'aura pas le démembrement. C'est particulier, sachant que Ghost of Tsushima par exemple l'avait. Et ça se passait sur le même continent. Donc si je dois faire une conclusion à tout ça, effectivement, le jeu vidéo, effectivement, aujourd'hui, commence à devenir vraiment quelque chose qui devient peut-être un peu moins populaire, du moins sur les gros titres. D'ailleurs, Nico, je vais te poser une question et quand tu vas entendre cette question-là, quand je me la suis posée, j'ai pas été capable de répondre. Est-ce que tu sais combien tu as dépensé sur un budget jeu vidéo sur un an, par exemple en 2024? Je dirais entre 300 et 400 € facilement. Ok, donc là tu es sur une fourchette de 100 €. Est-ce que tu es un adepte des jeux type Fortnite, type Call of Duty? Non. Ok, donc tu fais peut-être partie d'un panel de joueurs qui n'achètent pas de les microtransactions. Non. Donc tu es un peu comme moi là-dessus. Donc tu peux éventuellement effectivement estimer combien tu as payé de jeux vidéo à l'année. Maintenant, mets-toi dans le cas d'un joueur qui achète son jeu, qui achète son Season Pass, qui achète ses monnaies virtuelles. À ton avis, est-ce qu'il est capable de savoir combien il a payé de jeux vidéo à l'année? Ça rend le calcul beaucoup plus compliqué. Je vois dans mon entourage proche, il y a des gens qui, d'un certain âge d'ailleurs, qui jouent pas mal à des jeux Facebook. Et donc blindés de microtransactions, c'est du free-to-play. Et puis ils finissent par se rendre compte que ça coûte cher. Hein. Ils payent beaucoup plus que s'ils achetaient des AAA. Du coup, la question effectivement qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est si tu veux vraiment savoir combien tu payes de jeux vidéo à l'année, le seul moyen de savoir, c'est de regarder ton relevé bancaire. Donc le jeu vidéo effectivement a peut-être changé.
On hurle beaucoup sur le prix du hardware, on hurle beaucoup sur le prix des cartes graphiques, surtout les cartes graphiques. Beaucoup les processeurs maintenant avec les 3DB cache. Bizarrement, pas du tout sur les cartes mères. Moi j'entends personne se plaindre du prix des cartes mères. Hein. À part moi quand j'ai payé la dernière. Mais beaucoup de gens se rendent pas compte en fait de ce genre de choses. Alors que le vrai endroit où le jeu vidéo gagne énormément d'argent, c'est effectivement ce côté flou de la microtransaction. Et une news est passée récemment. Electronic Arts a eu son action, enfin le prix de son action baissait énormément ces dernières semaines, étant donné qu'ils ont communiqué sur les ventes du dernier Dragon Age. On le savait, le jeu n'a pas atteint ses objectifs, ils espéraient 3 millions de ventes, ils ont eu 1,5 million de joueurs, donc ça veut pas dire forcément que c'est des ventes. Ça peut être des Game Pass ou des choses dans le genre, ou des joueurs qui ont pu se faire rembourser le jeu aussi, hein, parce que ça rentre dans le compte. Mais il y a eu un autre problème pour Electronic Arts, c'est que FC25 a eu le même nombre de ventes. Donc en soi on se dirait ouais c'est cool, il n'y a pas de problème pour Electronic Arts. Le problème c'est que le taux d'adoption des microtransactions a chuté de moitié. Et c'est devenu un gros problème pour Electronic Arts. Donc on est en train vraiment de percevoir avec ça, en tout cas avec ce genre d'informations, que le jeu vidéo aujourd'hui est extrêmement dépendant de la microtransaction. C'est peut-être très bien pour les studios parce que ça leur permet de faire vivre leur jeu très longtemps, hein. C'est ce qu'on a vu sur une autre émission. Le problème c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui ne savent plus combien ils dépensent. C'est grave. C'est extrêmement grave, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi notamment dans les addictions. Et les addictions, c'est terrible, hein. Souvent il faut se faire aider pour en sortir. Mais pour sortir d'une addiction, il faut s'en rendre compte. Là, dans le jeu vidéo, ça devient très difficile de s'en rendre compte. Ça peut être une chute de pognon qui est incroyable. Et pourtant, moi, je fais partie des grands joueurs. Hein. J'aime beaucoup jouer. J'ai joué à beaucoup de jeux. Je continuerai à jouer à beaucoup de jeux. Je découragerai pas aux gens de jouer parce que ça fait partie aussi d'un plaisir qu'on peut avoir. Mais je dirais de faire très attention. Mais en plus, le plus pervers, c'est qu'à chaque fois, ce sont des petites sommes. Oui. Du coup, on s'en rend vraiment pas compte. C'est comme les abonnements. Tu vois, tu as un abonnement Netflix. Ça coûte 10-15 € par mois. Ouais, mais quand tu as un abonnement Netflix, tu as un abonnement Spotify, tu as un abonnement Disney+, tu as un abonnement Canal+, tu as un abonnement ce que tu veux. Ça fait des grandes sommes à la fin. Avec 150 € par mois d'abonnement, ça s'empile très vite. Un abonnement Uber Eats. Et moi quand je dis aux gens oui j'ai mis 4000 € dans ma tour, les gens me disent ouah je pourrais jamais, tu te rends pas compte, c'est un budget énorme. Hein. Ben ouais mais bon alors ça fait 3 ans que je l'ai cette tour. L'année prochaine donc ça fera 4 ans, ça fera 1000 € par an. La question que je pourrais poser à ces gens là c'est combien le jeu vidéo t'a coûté par an en 4 ans. Et là, je pourrais leur poser vraiment la question du t'es sûr que ça t'a coûté moins cher? Et je suis pas certain que la différence soit si grande. Donc voilà, je suis désolé, comme je disais, j'aurais bien voulu sourcer plus. C'est juste que, comme je disais, il y a énormément d'infos qui sont pas faciles à trouver, notamment sur le matériel. Sur les jeux, ça se trouve. Et puis même, ça se croise un peu avec ce qu'on avait fait précédemment. Mais c'est important, je pense, de se rendre compte que le jeu vidéo, aujourd'hui, s'il continue dans la direction qu'il est en train de prendre, ça sera plus aussi accessible. On est très loin des périodes des 2500K avec des GTX 660 Ti qui étaient presque des haut de gamme en fait, alors que c'était des moyennes gammes. On faisait tout tourner à 60 fps, des time max sur nos jeux. Ça c'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, malheureusement. Et qui risque de ne plus arriver.
si ça continue à ce niveau-là. Le prix des jeux, effectivement, les prix de développement, c'est devenu énorme. Les infrastructures serveurs, c'est devenu énorme. Mais ça reste un coût qui peut être aussi énorme pour le joueur, je veux dire. Alors moi, le problème que j'ai aussi avec le prix des jeux, c'est que avec l'arrivée du dématérialisé, on aurait pu se dire que on paierait moins cher. Parce que, Ça a il y a été le les cas coûts de pendant 2 ans. Hein. fabrication. Ça a été le cas au début. Parce qu'en plus, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que avec le dématérialisé, alors peut-être qu'un jour on aura une loi qui changera ça, mais par exemple, lorsque tu décèdes, eh bien, tes héritiers n'héritent pas de tes comptes avec tous Non. les jeux que tu as achetés. Effectivement. Ainsi que tous ces DLC, etc., tout est perdu. Alors qu'il s'agit de patrimoine. Lorsque tu achètes du physique, là, ce patrimoine, il est matériel, donc tu peux le léguer. Voilà. À moins de faire des copies de sauvegarde, qui était quelque chose qui a été autorisé pendant longtemps, ça risque d'être compliqué. Ouais, Je vois qu'une seule plateforme qui fait ça, hein, c'est GOG. Hein. Le souci, c'est que, oui, alors, par exemple, il y a GOG qui permet d'avoir ces jeux sans DRM, mais tu vois, c'est difficile. Comment est-ce que tu fais des copies de sauvegarde de tes jeux Steam? Alors tu peux, mais le problème c'est Oui. verrouillé derrière un DRM. Ouais, voilà. Le truc, c'est que ensuite, tu peux que les réimporter sur ton compte Steam. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux pas les revendre. C'est pas du patrimoine Alors, que tu peux léguer puis revendre. Dans le cas de Steam, je sais que malgré tout, même s'il partait du principe au départ qu'un compte Steam n'était pas cessible, tu pouvais pas le céder. Du moins, tu pouvais pas le vendre. C'était surtout ça, la crainte de Steam. Là-dessus, tu peux quand même changer la boîte mail associée à un compte. Donc en réalité, je pense que dans ce genre de cas, si Steam se pose des questions en disant attention, changement de boîte mail, attention, changement de nom, attention, je pense que si on a le support Steam derrière, à partir du moment où c'est le même nom de famille et que tu leur expliques, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Maintenant, c'est vrai que la question se pose sur d'autres plateformes qui sont peut-être moins ouvertes là-dessus. Steam est une plateforme qui défend énormément les joueurs. Après, la question se pose. Là, effectivement, il y a un vide juridique. Qu'est-ce qui se passe sur l'Epic Game Store où il t'oblige de mettre un numéro de carte grise, pas de carte grise, de carte bleue, plus une vérification téléphonique. C'est un vrai sujet. Hein. Oui. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un jour, les députés européens décident de légiférer sur la question. En tout cas, voilà. Le sujet méta est, cette fois, comme je disais, un petit peu moins documenté. Je m'en excuse. Bon, bah, je vais te laisser faire ton sujet technique. Bah ouais, alors le souci, c'est qu'on avait promis qu'on déborderait pas des 2 heures, et ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est là. Dans ce cas-là, on pourra le faire la prochaine fois, si tu veux. Oh ouais, bah ouais, on le fera la prochaine fois. Voilà. Si on déborde pas non plus. Mais c'est vrai que cette interview qu'on a fait avec David était très, très intéressante, très prenante. Voilà. Le temps passe vite, malheureusement. Et en tout cas, je suis très ouvert aux discussions avec notre communauté, étant donné que, comme je disais, ça m'arrive. Comme je disais, habituellement, j'essaye de documenter. Là, ça l'est un peu moins. Vous serez d'accord, pas d'accord. Je suis ouvert à la discussion, vous inquiétez pas. Ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde. Enfin, heureusement, j'aurais envie de dire. Il faut se tromper pour reconnaître ses erreurs et avancer. Donc voilà. Il n'y a pas de souci de mon côté.
Voilà, donc j'aimerais conclure en vous disant de ne pas oublier de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous intéresse, ce qu'on fait. Les classiques partagés, si vous aimez. Voilà, c'est vrai que je le dis jamais, je rappelle jamais aux gens de s'abonner, etc. Mais c'est important pour Ça, c'est qu'on l'algo soit, YouTube, hein, il nous l'oblige un peu, malheureusement. voilà, voilà, on a les mêmes, on a les mêmes problèmes que tous les autres créateurs. Pour Grand être comme mis en petit. avant, voilà. Pour être mis en avant par la plateforme, il faut avoir des Régularité, abonnements. like, abonnement. C'est ça. Il y a des Et choses puis- qu'on peut faire nous, les autres ça dépend de vous. Et puis les commentaires aussi. L'engagement, ça compte. Donc n'hésitez pas à commenter. Ah, juste Euh, quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, hein, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire. Pas de bêtises, étant donné que on est légalement responsable s'il y a une empoignade et des choses pas terribles dans les commentaires. On est Ah obligé de les réguler. C'est quelque Ouais, chose que je- j'ai appris récemment. Donc on n'est pas responsable de ce que vous dites à la base, mais on est responsable de les laisser. J'ai s'il vu vous passer plaît, ça moi aussi. S'il vous plaît, restez respectueux, que vous soyez d'accord ou pas. Exactement. On est ouvert à la discussion, mais on n'est pas ouvert au lynchage gratuit. Chez nous, c'est la bienveillance. Avant tout. On essaye du moins. Bon bah écoute, Jean-Yves, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Ben, de même. Hein. Et puis bah, je te dis au mois prochain pour le prochain Game Dev Talk on recevra Nico de la chaîne Under NDA. Exact. Voilà, directeur technique qui viendra nous parler de son parcours. Voilà. Son expérience, certains jeux qu'il a fait. Et il va nous Ça va être parler quelqu'un aussi. bien, ça. Il va aussi nous parler du développement sous LSD. Rien à voir avec la drogue. On parle de la méthode LSD. Ok. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et puis au mois prochain. Ciao.